Là où je me suis pas trompé, je suis plutôt fier, c'est de comprendre que du deep learning, à l'époque, on allait passer à des assistants intelligents, on allait interagir en parlant à nos machines, comme dans les films de science-fiction. Et là où je me suis le plus planté, c'est sur le... Moi, je pense que tous les humains sont transhumanistes sans le savoir. Chaque fois que tu poses la question à un humain, est-ce que tu veux te guérir d'une maladie avec un médicament ? Bah, il est transhumaniste. Quand tu portes des lunettes, tu es transhumaniste. T'es un humain augmenté déjà. La différence, c'est que là, on va avoir des puces à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui te font vraiment flipper avec la tournure que prend le développement de l'IA ? Ouais, moi, le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est on est d'un côté en train de régler tous les problèmes avec l'IA, donc ça va être génial sur tous les niveaux, mais de l'autre, que vont faire les humains et comment ils vont se différencier ? Toute ma vie, j'ai trouvé un sujet, je l'ai creusé à mort, et ensuite, dès que j'avais l'impression de le maîtriser, je passais à autre chose parce que ça m'ennuyait. Et j'ai pas trop ça en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus tant de nouvelles idées que ça auxquelles je peux m'intéresser. Bienvenue dans le podcast Sous Pression, votre podcast préféré que vous ne connaissez pas encore. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Mallard. Stéphane, merci à toi d'être venu. Merci de m'accueillir, c'est un grand plaisir. Je suis avec mon acolyte Timothée, comme d'habitude. Stéphane, du coup, on te connaît depuis quelques années parce que tu fais des conférences sur l'intelligence artificielle, sur la technologie, les bouleversements technologiques, l'impact que ça a sur les sociétés. Tu as 39 ans. Et ça fait déjà une dizaine d'années que tu es là-dedans. Tu étais un peu un des précurseurs. J'ai même vu passer le terme de prophète du numérique. Qui a dit ça ? Je ne sais pas qui a dit ça, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est peut-être lié au bouquin que tu as écrit, on va en parler après. T'es sûr que c'est pas évangéliste plutôt ? Je préfère, je trouve ça encore mieux, évangéliste. C'est le terme américain, ça. Du coup, pour parler un peu de ton parcours, en tout cas de ce que je sais, tu nous as dit que tu venais du coup de banlieue à Versailles. Alors en fait, Versailles, c'est la banlieue parisienne. Ouais, non, okay. Mais non, ce que je t'avais raconté, c'est qu'effectivement, j'avais eu un coup de chance dans ma vie, c'est de grandir à Versailles, mais pas du côté Versailles classique, traditionnel, c'est-à-dire riche. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM à l'autre bout de Versailles, côté autoroute. Mais la chance que j'ai eue, c'est comme j'avais des bonnes notes au collège, on m'a envoyé au lycée Hoche de l'autre côté de Versailles, près du château, où là, j'ai découvert un autre monde, parce que c'était que des anciennes noblesses, des gens très très riches, enfin vraiment l'inverse de mon milieu, et j'ai découvert un autre monde en arrivant là-bas. J'ai une question pour après sur l'impact de la chance dans la réussite, mais ça me fait penser à ça. Ouais. Des fois, il y a des trucs imprévus qui font toute la différence. Du coup, ça a été quoi un petit peu ton parcours avant de te mettre à parler d'IA, d'intéresser à l'IA ? Par quoi t'es passé ? Comment est-ce que t'en es arrivé là finalement ? Alors moi, j'ai un parcours qui est pas très... qui a rien de très particulier, qui est fait d'aléatoires, de hasard et de fils que j'ai tirés parce que ça me plaisait. Mais en gros, donc j'ai grandi à Versailles, comme je te disais, dans une cité HLM avec des ordinateurs. Tu sais, c'était l'époque, c'était Windows 95, 98. Tu es né en 87. 87. Okay. Et c'était l'époque, tu vois, où il fallait bidouiller, il fallait apprendre à utiliser ces machines. Enfin, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Il fallait tout faire à la main, tout installer, tout développer. Et donc, c'était une de mes passions. C'était les débuts d'Internet qui commençaient on commençait tous à être connectés en France. Et il fallait vraiment tout faire. Donc, j'ai appris à programmer, j'ai appris à me débrouiller. Donc, j'avais une vraie passion pour les machines. Et puis après, j'ai un parcours assez classique. Hein. J'ai terminé mon lycée où je faisais un petit peu de code. Et à l'époque, j'avais développé une petite application, un petit SaaS qui faisait des calculs de plans de financement pour l'achat immobilier. Alors, c'était les tout débuts, tu sais, des courtiers immobiliers à l'époque. Je terminais le lycée. Donc, ça devait être aux alentours de 2006-2007. À l'époque où la construction allait plutôt bien en France ? Je sais plus quelle était la conjoncture juste avant la crise des subprimes, mais juste avant les subprimes, effectivement. Okay. Et ça m'a donné, donc je savais coder ça, mais je connaissais rien à l'économie. Et à l'époque, je regardais beaucoup les émissions économiques et ça me fascinait. Il y avait un économiste qui s'appelle Marc Toiti, qu'on voit partout, qui aujourd'hui est un confrère, qui fait des conférences aussi. Et je l'écoutais, j'étais passionné. Je me dis, mais comment il fait pour savoir tout ça ? Ça me fascinait. Donc je me suis dit, je veux étudier l'économie, je veux apprendre l'économie. Donc j'ai décidé de faire des études d'économie pour comprendre comment ça marchait. Et je suis allé faire ça au Canada. Alors pourquoi au Canada ? Parce que je voulais aller aux États-Unis, mais c'était trop cher, comme j'avais pas les moyens. Ouais. Et comme je suis pas, t'as des bourses quand t'es sportif aux États-Unis en bachelor, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas pour les non sportifs. Du coup, alors qu'en France, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce qu'on donne des bourses aux sportifs en France ? Je sais pas du tout comment ça marche. Je crois qu'en France, les sportifs et les intellectuels, on les sépare et on. Possible. Je sais pas. Du coup, j'ai fait. Donc, je suis allé faire mes 3 premières études en économie et finance au Canada, à Montréal. Après, je me suis passionné, donc j'ai étudié l'économie. Et tu sais,
moi j'ai un trait de caractère, c'est que lorsqu'un sujet me passionne, je vais y aller à fond. Puis dès que j'ai le sentiment de maîtriser un peu le truc, voilà, je passe à autre chose. Et donc l'économie m'a un petit peu lassé. Donc je me suis passionné par la politique à l'époque. Ouais. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse ce milieu-là, j'ai envie d'aller jouer à ça. Les politiciens n'ayant souvent rien compris à l'économie. Ah, mais je partage totalement, mais à l'époque, c'est pas ce que je pensais. Je ne savais pas comment ça marchait. J'étais vraiment très naïf. Je terminais mon bachelor en économie au Canada. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer à Paris, puis je vais aller jouer à la politique. Et donc, j'ai fait Sciences Po à Paris, où j'ai fait encore de l'économie. J'ai continué en master en économie. Et là, j'ai découvert effectivement le monde politique, les partis politiques, les associations politiques. La politique politicienne, typiquement exactement, française. Les politiciens, si tu veux, ça m'a dégoûté. Et surtout, ce qu'on m'a fait comprendre en fait en arrivant à Sciences Po, c'est que, mais tu vois, ça, tu le sais pas de l'extérieur, c'est que, en fait, à Sciences Po, ceux qui veulent faire de la politique, c'est les mauvais, c'est les médiocres. Et donc, je me suis dit, en fait, pourquoi on pense que je suis un idiot parce que je veux faire de la politique? Et en fait, c'est parce que c'était le cas de tous ceux qui voulaient faire de la politique. Tu veux dire que ça n'intéresse plus personne de vraiment compétent? En fait, ce qu'on te fait comprendre à Sciences Po, c'est que les meilleurs à Sciences Po, ils font pas de la politique. Ils vont dans le privé. À l'époque, ils allaient dans les cabinets de conseil. C'était le truc prestigieux, c'était les cabinets de conseil. Alors j'y suis allé, puis je vous raconterai après si vous voulez. J'ai découvert aussi une vraie escroquerie là-dedans. Et puis surtout l'ENA, tu sais, c'est qui est en train d'être dévoilé au grand jour, l'escroquerie. Ah ben là, ça change. Là, c'est en train de se renverser de manière radicale. Ouais. Mais tu vois le prestige qu'il y avait à aller dans un cabinet de conseil il y a 20 ans, c'était vraiment t'étais le roi de la jungle. Tu sortais de là, ça envoyait un signal de statut social prestigieux. T'es consultant, t'as ton costume et les gens t'écoutent. Mais moi, j'ai fait un stage là-dedans quand j'ai terminé Sciences Po. J'ai vu que c'était une escroquerie intellectuelle à tous les niveaux, vraiment. Beaucoup de copinage, beaucoup de fausses compétences, etc. Vraiment un théâtre absurde. Et aujourd'hui, en fait, c'est compris, si tu veux. Quand tu dis que t'es consultant, aujourd'hui, t'as perdu tout ton prestige. Tout le monde dit que c'est un bullshit job. Mais est-ce qu'il reste le profit? Ou est-ce qu'il n'y a plus ni profit ni prestige? Pour les partenaires, ça gagne encore pas mal. Ouais. Mais en fait, le paradoxe du conseil, si tu veux, c'est qu'il n'y a plus de conseil. En fait, un consultant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vend? Il vend une délégation de responsabilité. C'est-à-dire que le patron a décidé de ce qu'il fallait faire, mais comme c'est trop violent, il préfère dire c'est le cabinet de conseil qui a dit que tu vois, il se décharge de sa responsabilité. T'as ça. Et t'as un autre truc qui est en gros produire des rapports, des choses comme ça, ou alors le portage salarial. On va te mettre un consultant qui va travailler en chef de projet ou je sais pas quoi, donc t'as porté un salarié qui est pas interne, et en cas de risque, tu peux le sortir facilement si t'as besoin d'alléger ta masse salariale. Mais non, sinon, le conseil pur, en réalité, t'as que des consultants très très spécialisés qui ont été experts, qui ont fait des choses qui, eux, sont appelés vraiment de manière légitime. Mais comme tu disais, sur le prestige, c'est en train de s'effondrer complètement. Tu dis que t'es consultant, on dit que t'es un bullshit job. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que le prestige de ce milieu-là s'effondre, parce que pour moi, il n'y a rien derrière le rideau, quoi. C'est exactement ce que j'ai vu, je te confirme à 100%. Normalement, je le fais un peu plus tôt, mais je vais pas l'oublier. Le petit 60 secondes, histoire de mettre un peu de rythme et de te poser des petites questions, certaines faciles, d'autres un peu moins faciles, à laquelle je t'invite à répondre par oui ou par non. Tu peux argumenter un petit peu, bien sûr. Et puis je pense que ça va ouvrir plein de sujets, ça va me donner des idées pour la suite, et ça va aussi me renvoyer à d'autres questions plus élaborées que j'ai pour toi après. Ma première question, Claude ou GPT? Ah, Claude, de très très loin. Je disais ChatGPT avant, mais là, depuis 3 semaines, Claude... Si je t'avais posé la question il y a 1 an. Ah, avant, c'était ChatGPT. Okay. Et ce sera peut-être Grok demain, parce que Elon Musk est en train de repartir des principes premiers, et il risque d'aller beaucoup plus loin. À ton avis, est-ce qu'avant 2030, on aura une intelligence artificielle générale, l'AGI? Alors moi, je pense que oui, peut-être même un peu avant. Alors, pour rappeler aux gens ce que c'est une IA capable de tout faire mieux que les cerveaux humains. Alors, elle est déjà meilleure que nous aujourd'hui sur plein d'aspects spécialisés, mais de manière générale, à s'attaquer à des tâches complexes, vagues, avec des techniques, des stratégies qu'on n'aurait pas l'idée d'utiliser nous avec nos cerveaux, oui, je pense qu'on va l'avoir. Non, mais moi je me demande juste si ce qu'on appelle une AGI, donc Artificial General Intelligence, est-ce que ça désigne aussi une IA qui s'auto-améliore, qui s'auto-code, qui s'auto-développe? Certains le mettent dedans, certains mettent ça dans la super intelligence artificielle qui est l'étape qui vient juste après. Ah, ok. La distinction n'est pas très grave, mais oui. Moi j'amalgame les deux. Comment? J'amalgamais les deux, l'AGI et la super intelligence. Ah non, c'est différent. L'intelligence artificielle générale, elle fait en gros tout ce que tu veux de manière générale. Elle peut faire du très spécifique, décomposer ça en sous-tâches, etc. pour faire ce que tu veux en fait. La super intelligence artificielle, c'est l'étape d'après. C'est quand l'IA est capable de prendre conscience d'elle-même, ce qu'on appelait l'intelligence artificielle forte aussi il y a quelques années.
Elle prend conscience d'elle-même, elle décide de ses propres objectifs, elle décide si elle veut te répondre ou pas. Ouais. C'est un petit peu différent. Mais là, on n'y est pas encore, hein, c'est vraiment l'étape d'après. Mais quand on atteint la super intelligence artificielle, là, on ne peut plus en parler. On ne sait pas du tout dans quoi on rentre là. Ça ressemble un peu à Dieu quand même. Certains disent ça, hein, certains, chez les informaticiens, Dieu c'est un programmeur, hein, donc c'est un concept. Hein, mais non, l'idée c'est vraiment qu'on est en train de rendre les machines intelligentes, qu'il n'y a rien de magique dans l'intelligence chez les êtres vivants, dont les êtres humains, et que les machines vont nous surprendre parce qu'elles vont être capables de faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles, et on va se rendre compte surtout, c'est une de mes grandes thèses, qu'on n'est pas si intelligent que ça, les humains. J'ai un sujet là-dessus, c'est bien, ça m'ouvre plein de portes. La grande question, essaie de me répondre rapidement cette fois, parce qu'après je vais étoffer plus tard, mais finalement, est-ce que l'IA va détruire plus d'emplois qu'elle n'en crée, ou pas? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette révolution-là sera comme les autres ou... Alors oui, moi je pense depuis plus de 10 ans que c'est la fin du travail humain, mais que c'est bien. Je ne veux pas affoler les gens, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais oui, ça sera un net négatif. Ok. Tu préfères un monde avec une super intelligence, avec tout ce que ça peut impliquer de positif ou de négatif, ou un monde sans IA du tout? Ah bah avec super intelligence, on a une chance inouïe de voir ça. Ok. Transhumanisme ou mort naturelle? Transhumanisme. Ok. Revenu universel ou fin du salariat sans aucun filet de sécurité et on laisse... En fait, c'est la fameuse phrase de Charles Gave, la main invisible d'Adam Smith ou le coup de derrière de Staline. Je suis mal à l'aise avec cette question pour être tout à fait transparent parce que je suis libéral, donc j'aurais tendance à te dire qu'il faut laisser faire le marché, mais je me rends bien compte que là, on est en train de transférer toute la production, toute la création de valeur aux machines, et donc il va bien falloir qu'on distribue une partie de la valeur. Et pour un libéral, c'est un gros problème. C'est dur. Hein. Ouais. Parce que, en fait, quand tu campes sur tes positions libérales en étudiant cette question et que tu envisages toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir, tu te dis, bon, quand même... Il va falloir qu'on protège d'une manière ou d'une autre, hein, sinon il y aura des révoltes. Ouais. Et les politiciens détestent les révoltes, ils font tout pour éviter les révoltes. Donc il y aura une forme de redistribution, je ne sais pas quelle forme ça prendra, c'est sûrement l'IA qui va nous dire quoi faire et comment le faire et comment bien le faire. Mais encore une fois, on a une chance inouïe de vivre ça, c'est ça qui compte. Ah bah tiens, question suivante. Un État fort et omnipotent ou pas d'État du tout? Alors, je ne suis pas totalement libertarien, contrairement à ce que beaucoup me font dire sur Internet, mais je souhaite un État minarchiste fort, c'est-à-dire le régalien, la sécurité extérieure, la défense, la sécurité intérieure, la justice, tout le reste privatisé, le marché. Je suis assez d'accord avec ça. C'est le respect de l'intelligence des gens, le marché. C'est tu laisses faire les gens et ils coopèrent, et ils s'organisent, et ils font du commerce et ça marche. Hein. De toute façon, sinon pour moi, tu déplaces juste la sélection naturelle, tu la places de l'individu et tu la transfères sur le groupe. Et donc, il y a même un danger, je trouve, avec une absence de liberté. Ouais. Un danger, comme tu dis, sur l'absence de liberté, mais surtout sur l'inefficacité du planisme. C'est ça, du planisme, exactement. Lisez Hayek. Tout est dedans, ouais. Tu préfères une longévité extrême et une vie un petit peu ennuyeuse, ou une vie courte mais très intense et palpitante? À choisir, je préférerais courte et intense, mais je pense qu'on va avoir les deux. De toute façon, quand on me demande de choisir entre deux options dans la vie, je prends toujours les deux. Ça m'étonne pas. Pourquoi choisir? Tu préfères un monde réel médiocre? Donc on s'entend dans la définition réelle de médiocre, ça veut dire que c'est moyen, hein, parce que souvent les gens pensent que médiocre, ça veut dire que c'est nul. C'est pas ça que ça veut dire. Donc un monde réel médiocre ou une simulation parfaite? Une simulation parfaite. Et je pense là aussi qu'on y va. Si on n'est pas déjà dedans, mais... C'est la grande question aussi. Est-ce qu'on ne serait pas déjà dedans? Qui est-ce qui doit réguler l'IA? Est-ce que c'est le marché ou est-ce que c'est l'État? Le marché. De toute façon, à chaque fois que tu vas me demander est-ce que c'est le marché ou l'État, je répondrai le marché. Je sais bien. Je connais un peu tes idées là-dessus, mais je trouve ça important d'en parler parce que l'Europe, pour moi, est en train de s'engager sur la très mauvaise pente de croire qu'on peut réguler l'IA avec le gouvernement et l'État et faire toujours plus de ce qui ne marche pas, ce qui va juste nous précipiter au Moyen-Âge. C'est terrifiant. Je suis d'accord avec toi, hein, ce logiciel mental, il est vraiment très dangereux. Ouais. Tu sais, pour la petite anecdote, j'ai assisté au TEDx Paris de cette année et il y avait une ancienne ministre qui a fait un TEDx. Tu peux pas dire son nom? Je ne sais pas si je peux dire son nom. De toute façon, le TEDx est public. Enfin, c'est Agnès Pannier-Runacher. Et j'avais pas d'a priori, hein, j'ai écouté son TEDx avec ouverture, bienveillance, etc. Et son propos, c'était de dire on a besoin d'un État stratège
qui protège. On s'est regardé, il y avait Laurent Alexandre derrière et il y avait Carlos Diaz à côté. On s'est regardé, on me dit, on est mort avec un logiciel pareil. C'est l'inverse total qu'il faudrait faire. C'est terrible parce que ça veut dire on a besoin que papa s'occupe de nous. Et en même temps, le logiciel, le plus souvent, c'est on veut plus de papa. Pétri de contradictions. Ouais, puis c'est surtout qu'il y a plein, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais il y a plein de recherches sur le bonheur qui montrent que l'un des déterminants majeurs du bonheur, c'est le sentiment d'autonomie. L'État est en train de te l'enlever. C'est ce qu'il y a de pire. Mais en même temps, ça se comprend. Hein. Si on enlève l'État et les politiciens, ils deviennent totalement inutiles. Donc ils ont intérêt de faire croire l'inverse. L'absence d'autonomie, il y a un endroit où c'est le confort. C'est un poison doux, comme tu dis. Tellement. Est-ce que le CAC 40 va survivre à la disruption ? Alors, pour être honnête, je ne connais pas bien le CAC 40. Je connais les 3 principales cotations, les capitalisations, mais c'est pas un marché que je suis. Moi, je suis exposé sur les marchés américains. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que de manière générale, un pays qui croît aujourd'hui, c'est un pays qui a des entreprises qui produisent de la valeur, qui croît au sens de croissance, haute valeur ajoutée. Voilà, et la croissance, elle est sur la haute valeur ajoutée. Nous, si tu regardes nos entreprises en France, c'est que des entreprises de l'ancien monde. Ouais. Tu as des banques, t'as quelques industries encore, très peu hein, évidemment, mais tu vois, c'est de la très 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 moyenne, voire faible valeur ajoutée, quasiment de la commodité, à part le luxe qui est vraiment à part, mais c'est les seuls trucs qui nous sauvent. Mais si tu regardes bien, c'est des acteurs mondiaux, c'est même plus des acteurs français. Il nous faudrait de la tech en fait. Oui, mais quand il y a une peur omniprésente du changement et de la nouveauté, comment veux-tu voir se développer de la valeur ajoutée dans la tech ? C'est impossible, non ? Je suis d'accord. Sur ce terreau-là, ça peut pas être, ce terreau n'est plus fertile. Ouais, il faudrait de la prise de risque qui nous amène à créer de la valeur, hein, comme tu dis, dans tous ces secteurs. Mais c'est surtout qu'à chaque époque, la haute valeur ajoutée de l'époque, elle est nouvelle et elle se déplace. Tu vois, aujourd'hui, il faut faire de la tech et des biotech. Au 19e siècle, il fallait faire des chemins de fer. Au 20e, il fallait faire des banques, de la finance. Là, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais on n'a rien d'autre. On a toujours un train de retard. Ah bah là, c'est plusieurs trains de retard. C'est catastrophique. Ouais. Pour les prochaines générations, c'est une catastrophe. Ouais. Bah du coup, ma question suivante, c'était et le SP500, est-ce qu'il va survivre à la disruption ? Je pense que son avenir est un peu plus rose que celui de... Ouais, puis c'est surtout que c'est capi pondéré, donc au pire, tu auras un SP500 qui sera ultra concentré sur 3 boîtes qui vont prendre tout le marché, et moi, ça me bat. Hein. Je suis pas équipondéré sur mon S&P 500. J'ai 2 petites dernières questions. Est-ce que tu aurais préféré naître dans 30 ans ? Alors, à choisir, je pense que la meilleure époque à vivre, c'était plutôt le 19e siècle. Sachant qu'on allait mourir à l'époque. Mais non, pas forcément naître dans 30 ans, puisque de toute manière, si on arrive à vivre les 10 prochaines années, il est très probable qu'on devienne immortel. Avec l'accélération exponentielle des nouvelles technologies. Je ne suis pas complètement fou. Hein. Regardez ce qu'on développe en biotech. C'est une vraie hypothèse aujourd'hui et il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi le 19e ? Parce que c'était un siècle où il y avait de la vraie liberté ? Peut-être. Alors, surtout en Europe et en particulier en France, c'était très libéral. Ah ouais. Tu vois, c'est Louis-Philippe qui dit enrichissez-vous. C'était pour pouvoir voter hein, aussi à l'époque, mais il y avait beaucoup plus de liberté, moins de contraintes. C'était aussi toute l'économie industrielle qui se développait, donc il y avait énormément de capital à aller investir et dont on pouvait tirer de la rentabilité. Et puis il y avait plein de grandes découvertes. Enfin, c'était un foisonnement. Ouais. Et puis on payait avec des putains de pièces d'or, c'était quand même vachement classe, quoi. c'est sûr que c'est chic. T'avais des pièces de 100 francs Napoléon, là. C'était classe. T'adhères depuis quand au transhumanisme ? Ah, mais moi, je pense que tous les humains sont transhumanistes sans le savoir. Si tu t'intéresses à ce podcast, c'est peut-être parce que ça fait des années que tu cherches des solutions, que tu t'intéresses à comment mieux manger, faire du sport, mieux dormir, gérer ton stress, etc. Et on a tendance à se perdre dans ce flot d'informations, on sait plus quoi faire, on sait plus où donner de la tête. C'est pour ça que mon associé et moi, on a lancé Adomeos, qui est un accompagnement dans lequel justement on aide des gens à apprendre à mieux gérer le stress, à apprendre à se réconcilier avec eux-mêmes, à faire un peu le tri dans toutes les informations qu'ils ont accumulées pendant des années et à y voir plus clair. Donc si c'est un sujet qui est important pour toi, que tu as envie d'en discuter avec nous directement, tu regardes dans la description, tu cliques sur le lien pour réserver un appel. C'est gratuit, ça t'engage en rien du tout. L'idée, c'est d'en savoir plus sur toi, de t'expliquer comment nous on travaille et de voir si ça peut matcher, si on peut travailler avec toi ou pas. Je te remercie pour ton attention et je te laisse avec la suite du podcast. Chaque fois que tu poses la question à un humain, est-ce que tu veux te guérir d'une maladie avec un médicament ? Il est transhumaniste en fait. Quand tu portes des lunettes, t'es transhumaniste. T'es un humain augmenté déjà. Quand tu as une prothèse à la hanche, tu es transhumaniste. La différence, c'est que là, on va avoir des puces à l'intérieur de nous. Ce ne sera plus des prothèses, ce sera des puces électroniques qui vont être connectées à des ordinateurs.
Puis l'étape d'après, c'est que c'est la suite des vaccins et de tout ce qu'on fait en médecine. C'est qu'on transforme les cellules, on les rend plus jeunes, on les remodèle génétiquement. Enfin, les humains sont, à mon avis, tous favorables à ça. J'ai un... Plus sur l'aspect juste de la vie immortelle, depuis quand, toi, tu te dis « Ah ouais, il y a vraiment quelque chose ». En fait, quand tu comprends la biologie et la génétique, tu comprends que déjà des espèces immortelles, il y en a dans le vivant. Il y a quelques méduses, je crois. Ouais. Il y a des bactéries qui se répliquent à l'infini. Il y a chez les humains, chez les êtres vivants, ça s'appelle les cancers, les cellules qui se répliquent à l'infini. Sauf que normalement, les cellules sont programmées pour s'autodétruire. Une certaine durée de vie, parce que la mort en fait nous donne une certaine rareté et ça nous pousse à agir et à prendre des décisions de qualité. C'est un algorithme super efficace pour optimiser la survie. C'est assez évident. Et du coup, quand tu comprends la génétique, quand tu comprends ces mécanismes, déjà tu peux les ralentir, tu peux les altérer, puis l'étape d'après, c'est de tout modifier. Mais la conséquence, si on augmente la durée de vie, qu'on diminue cette rareté face à la mort et qu'on a plus ce sentiment, oui, c'est vertigineux. Est-ce que les humains vont encore faire des efforts? Est-ce qu'ils vont pas s'entretuer? Oui. Comment ils vont se différencier? Enfin, il y a plein de questions vertigineuses. Et justement, ça ne fait pas perdre du sens par rapport à la rareté de la vie? Alors, je pense que la rareté, c'est subjectif. C'est-à-dire que quand tu rends un truc qui était rare abondant, la rareté se déplace sur autre chose. Je te donne un exemple. Tu prends une famille de gens très riches, où ils ont tout eu depuis toujours, des enfants, etc. Ils recréent des espaces de rareté et de différenciation entre eux. Pour avoir une quête, en fait. Ouais, voilà, une quête de sens. T'en as, ils vont aller faire du théâtre, ils vont essayer de devenir acteurs superstars, d'autres, ça va être de l'art, d'autres, ça va être que sais-je, mais tu vois, c'est... Moi, à la limite, le transhumanisme. Je pourrais y adhérer en partie dans un monde libéral où je sais qu'une classe dominante ne va pas essayer d'utiliser son pouvoir et d'augmenter son pouvoir sur moi grâce aux technologies transhumanistes pour restreindre mes libertés. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, on arrive à un stade où si j'ai une puce qui m'augmente, là, ce qui me pose problème, c'est que des gens interagissent sur cette puce pour interagir sur moi, pour me priver de mes libertés. Et ça me fait me méfier du transhumanisme. Parce que je pense qu'il peut tomber entre de très mauvaises mains. Ah, mais tu as raison, mais la réponse d'un libéral à ça, c'est de te dire, en fait, pourquoi une puce? Tu mets 3 puces et tu les mets en concurrence. Et puis tu gardes uniquement celle qui a raison, celle qui est honnête, celle qui te fait pas de mal. C'est le marché a raison. C'est que le marché, voilà, quand t'empêches les monopoles, t'empêches ce risque-là. Est-ce qu'on est en capacité d'empêcher les monopoles avant que l'État fasse faillite et qu'on reconstruise sur la bonne base? En Europe, en France? Ouais. En France, non. Je partage ta crainte pour la France, puisqu'on a un État qui veut toujours... ils sont très inspirés par les Chinois, de restreindre les libertés, qui veut toujours te faire croire que l'État est utile, que les politiciens sont utiles, parce que, comme je disais au début, si tu règles ces problèmes et que tu laisses faire le marché, les gens se rendent compte que l'État est le problème et que les gens sont... Faut voyager pour moi, pour aussi un petit peu s'en rendre compte, pour avoir le contraste. Ouais, il faut voir des économies libérales. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas à Singapour, quand tu vas en Suisse, tu vois tout ça, mais après, le monde est... Enfin, dans nos pays, il est encore ouvert, on peut encore se déplacer, on peut encore voyager, on peut encore voir les différences, mais moi, je suis pas très inquiet là-dessus. Je pense, encore une fois, que c'est la concurrence qui va nous protéger de ça. Et puis, je préfère être dépendant d'une société privée que d'un État incompétent et qui veut restreindre les libertés. Comment peut-on encore compter sur la concurrence dans un monde qui a été verrouillé au niveau monétaire et où il y a des faux prix et une monnaie numérique traçable? Il faut justement comprendre que la création monétaire est une illusion et rechercher la vraie monnaie qui a de la vraie rareté. Oui, et je suis d'accord avec toi. Seulement, les gens qui ont du pouvoir aujourd'hui, ont-ils envie de le comprendre? Parce que ça ne les arrange pas. Alors, je ne sais pas si c'est une question que ça les arrange ou pas. Pour en avoir côtoyé quelques-uns, moi, je pense qu'ils comprennent simplement rien à l'économie. En fait, pour moi, les politiciens, j'en ai côtoyé. L'incompétence suffit parfois, il n'y a pas besoin de... Ah, mais bien sûr. Tu sais, moi, j'en ai côtoyé beaucoup des politiques. Et ce qui me frappe vraiment, c'est l'homogénéité de leur état d'esprit. Pour moi, c'est vraiment c'est comme une pathologie mentale, en fait. C'est des gens qui sont obsédés par eux-mêmes, qui ont un ego. Mais regardez, quand ils s'expriment, ils ont l'impression d'être des demi-dieux utiles, indispensables, alors qu'en réalité, ceux qui changent le monde, c'est les entrepreneurs, c'est les grands génies, les grands inventeurs, les chercheurs, c'est tous ceux qui apportent quelque chose, comme tu dis, qui créent de la valeur dans une économie. Et le politique, il essaie de prendre une partie de cette légitimité, parce qu'on a mis ça dans la tête des gens, depuis qu'on a créé les démocraties, le parlementarisme, toutes ces choses-là, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus la contrainte aujourd'hui que la solution. Mais le paradoxe, c'est que ces gens, je pense,
ne sont pas totalement sains d'esprit. Vraiment, ils ont, je pense, un ego maladif. C'est le point commun des politiques. Je suis assez d'accord. Le problème, il est au niveau limbique, il est au niveau psychologique. Mais tu as un vrai biais de sélection. Hein. Ouais. C'est que le marché de la politique sélectionne, fait émerger, fait monter, rend visible des gens vraiment des pleutres pathologiques mentalement sur leur, je te dis, sur leur ego. Moi, j'avais dit dans un podcast il y a quelques années, on s'était un peu moqué de moi. J'avais dit, mais en fait, les politiques, c'est des gens qui auraient voulu être acteurs, mais qui n'avaient pas le talent. Moi, j'en ai vu beaucoup à Sciences Po qui voulaient faire de la politique, et le point commun, c'est qu'ils auraient aimé être connus, être célèbres, être regardés, mais ils n'avaient pas le talent, quoi. La compétence d'un politique, c'est se faire élire. Ça veut dire serrer des mains. C'est être séduisant. Ouais, puis séduisant vraiment dans l'objectif de se faire élire, pas être séduisant, je sais pas, pour obtenir de l'amour. Enfin, tu peux séduire pour plein de choses, ou avoir des contrats, des machins. Là, c'est séduire pour avoir des voix aux élections. C'est tout. Et tu vois, c'est le paradoxe de nos démocraties. Alors, on n'a pas trouvé mieux comme système, mais sauf la dictature bienveillante. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance si elle va être bienveillante. Mais la compétence, c'est qu'ils soient très bons à se faire élire, mais ça ne te dit pas qu'ils vont être bons à gouverner. C'est ça le paradoxe. On associe. Mais c'est même l'inverse. On l'a choisi, il va être bon, mais ça ne te dit pas du tout qu'il va être compétent sur le job. Pour bien gouverner, il faut prendre des décisions qui ne seront pas forcément populaires. Exactement. C'est contradictoire. C'est totalement contradictoire. C'est le marché qui te donne la direction en réalité. Toujours. C'est le marché qui a raison. Parce que le marché, c'est nos choix. Ouais. Et le marché suit les lois de la thermodynamique. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a que les lois de la thermodynamique dans le réel. On se rejoint là-dessus. À force de creuser, de mon point de vue, à force de creuser l'économie, la biologie, la santé, etc., on tombe toujours sur les mêmes putains de lois. Tout découle de là. Hein. T'as les lois de la physique et les maths, et tout le reste découle de ça. Hein. Ouais. J'aimerais revenir un peu sur ta carrière. Comment est-ce que ta carrière s'est lancée ? Tu nous as dit que tu avais fait un passage en salle de marché à la Société Générale. Je ne sais même pas si tu nous l'as dit. Si, ouais. On en a parlé en off en tout cas. Première conférence à l'ASG. Ouais. 2013. J'étais salarié, ouais, en 2013. Donc t'avais 26 ans. Ouais, 26, 27 dans ces eaux-là. Et là, faire le calcul. Tu m'as dit la première conférence qui t'a vraiment lancé, c'est la conférence à Bordeaux, FinTech 2015, grâce à, on va l'inviter sur ce podcast un de ces jours, Louis-Alexandre de Froissart, c'est ça ? Qui était déjà un grand innovateur dans l'âme. Eh ben, ça m'étonne pas. En tout cas, du coup, on le remercie parce que du coup, tout ça, c'est un peu grâce à lui. Ah, je le vois beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, c'est parti. Moi, j'ai été recruté, comme tu dis, en salle de marché, mais donc au milieu des traders et des sales, mais je n'étais pas trader. J'étais dans une petite équipe de transformation digitale des salles de marché, où on devait réfléchir à ce qu'allait devenir une salle de marché avec le digital, les nouvelles technologies. Et dans mon sujet, dans mon périmètre, j'avais choisi l'intelligence artificielle, sur laquelle j'avais travaillé. Donc là, on est post-subprime. On est 2013, 2014. Hein. Je sortais de Sciences Po. Je suis sorti en 2012. J'ai bossé j'ai fait plusieurs petits jobs avant d'avoir ce CDI, et je suis resté 2 ans et demi où j'ai commencé à faire des présentations sur l'IA. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque fois que je faisais une présentation, on me demandait d'en refaire une, où les gens disaient j'invite mes managers, j'invite mes équipes, machin. Et donc en fait, ça a fait tache d'huile, et je me suis retrouvé, j'ai industrialisé ça avec mes managers de l'époque, et je me suis retrouvé à faire des présentations tous les jours, parfois devant 400 personnes, parfois des all staff au Luxembourg devant 2000 personnes. J'ai fait toujours en interne à la GS. Toujours en interne. Et un jour, il y a eu une présentation interne où des journalistes sont venus. Ils ont assisté à ma conférence que je donnais, et ils m'ont dit c'est super bien, tu veux pas la faire à un événement public où on t'invite ? Alors c'était à Toulouse, je crois, ça s'appelait la mêlée numérique, un truc comme ça, en 2013. La mêlée numérique, c'est tellement toulousain. C'est Toulouse. Hein. J'ai fait cette conférence là-bas qui a été filmée, mise sur YouTube. Et effectivement, à ce moment-là, Louis-Alexandre de Froissart m'a invité à Bordeaux FinTech en 2012. 2015, absolument. 2012, j'étais encore en études. 2015, et il m'a demandé de parler d'IA, et donc j'ai fait cette présentation que je donnais déjà en interne à l'époque, sur laquelle j'avais travaillé. Je développais déjà des concepts comme les assistants intelligents, le cerveau global de Google, etc. Et ça a été filmé, mais sur YouTube, et après, ça a fait un espèce de... Alors, c'était un petit buzz, hein, ça a dû faire 10 000 vues, mais j'avais été appelé par BFM Business pour faire quelques chroniques là-dessus. Ouais, mais Et ça m'a rendu visible, en fait. Quand tu as des milliers de gens qui entendent quelqu'un parler d'un truc qui leur procure des sensations fortes et des émotions, ça fait traîner de poudre. Enfin, c'est comme une épidémie. Alors attends, c'était pas que des émotions positives, loin de là. Hein. Il y avait des gens qui disaient que c'était n'importe quoi et que ça faisait peur. Hein. Quand ça énerve, que ça fait flipper, que ça fascine. Ah bah là, oui, je te confirme, ça laissait pas indifférent, mais c'était... à l'époque, ça passait pour de la science-fiction. Il y a des gens qui disaient c'est n'importe quoi, c'est de la science-fiction. Une machine ne deviendra jamais un assistant intelligent.
un 10 algorithme ans plus pourra jamais tard, faire ça. on y est. Là où je me suis pas trompé, je suis plutôt fier, c'est de comprendre que du deep learning à l'époque, on allait passer à des assistants intelligents, qu'on allait interagir en parlant à nos machines, comme dans les films de science-fiction. Moi, c'était vraiment ma thèse, c'était on va passer du deep learning à ça, parce qu'on va entraîner les machines à tout faire, à utiliser des logiciels, à parler comme nous, à réfléchir, etc. Et que en fait, notre pensée n'est qu'un algorithme comme un autre, et que c'était pas réducteur de dire ça. Et là où je me suis le plus planté, c'est sur le rythme de tout ça. Tu vois, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, l'une de mes conséquences de tout ça sur le futur du travail, c'était de dire en fait le salariat va disparaître. En fait, il y a eu un gros impact. Aujourd'hui, plus personne quasiment de sérieux et d'ambitieux veut être salarié, mais le salariat n'a pas disparu. Et plus aucun entrepreneur ne veut se vanter d'avoir beaucoup de salariés. Ah ben oui, ça c'est... C'est tout l'inverse. Ça c'est très important ce que tu dis culturellement, parce que c'est vrai que l'entrepreneur d'il y a 50 ans, le but c'était d'avoir le plus de salariés possible et de dire j'ai monté une boîte à 10 000 personnes, alors qu'en fait non, aujourd'hui c'est ringard, tu veux monter une boîte avec le moins de people possible et c'est là que t'es bon, quoi. Surtout en France. Exactement. Si t'as 50 000 salariés en France, t'es un putain d'esclave de ta boîte. Ah ben là oui, c'est le paradoxe des grands groupes, hein. C'était prestigieux aussi il y a 20 ans et aujourd'hui tu dis grand groupe, ça veut dire tranquille, planque, ça veut dire zéro risque, congé. Moi quand j'étais dans la finance, il y avait je crois 8 semaines de congé, t'imagines? Je recevais des notifications sur mon ordinateur pour te dire t'as encore 25-30 jours de congé à prendre, j'avais plus de place, je savais pas où les mettre, enfin, c'était un délire absolu. Je crois qu'il n'y a aucun secteur où t'as autant de congés, quoi. Et du coup, donc, je me suis planté sur le rythme et j'ai sous-estimé vraiment les rigidités, la culture. Alors, il y a plein de pays où le salariat est vraiment en train de s'effondrer et c'est plus du tout culturel, mais je pense à Singapour où tu as de plus en plus de freelancing, je pense à... je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Enfin, il y a plein de... Il faudrait checker tous les chiffres, hein, plein de chiffres où il y a vraiment des tendances très massives de l'érosion du salariat, mais en France, c'est très, 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 très lent parce qu'en fait, on n'a aucun incitatif quand on a un CDI à partir, quoi. Il n'y a pas de feedback du marché. Le feedback met du temps à... On prend du temps à prendre le feedback en France, je trouve. Alors, tu veux dire quoi par feedback? C'est-à-dire que l'État nous protège de la douleur à un endroit. Donc, ralentit pour moi les prises. Ah oui, on n'a aucun incitatif à quitter un CDI en France. T'es tellement protégé, tranquille. On te prête que dans ce cas-là. Tu peux trouver un logement que dans ce cas-là. C'est en train de changer un peu. Oui, d'accord, mais t'imagines l'inertie qu'il y a? Je suis d'accord. Encore aujourd'hui, si t'es entrepreneur, tu vas galérer à trouver un logement alors que tu gagnes 10 fois plus que une meuf salariée ou un mec, peu importe. Pas tous, hein, mais... C'était Mounir qui disait je pète un plomb, mes salariés peuvent emprunter facilement et tout ça, alors qu'ils dépendent de moi et que si ça se fait. Et moi, je peux pas avoir accès au prêt. Ouais. Les modèles de gestion du risque des banques sont préhistoriques, j'ai l'impression. J'arrive pas. Ah, mais c'est préhistorique. Hein, en fait, il y a un banquier, c'est plus un banquier. Hein, tu sais, un banquier, quand tu vas faire ton crédit, il est derrière son ordinateur et il lit ce qu'il y a sur l'ordinateur, mais il comprend pas grand-chose de ce qu'il y a sur l'écran, ni rien. Enfin, moi, j'ai eu des conversations très compliquées avec mon banquier. Hein. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me lancer dans un cours de finance. Il ne comprenait pas ce que tu faisais? Ah, non seulement il ne comprenait pas, mais il ne savait pas lire un bilan, il ne savait pas... il ne comprenait pas les notions de rentabilité, de BFR. En fait, c'est comme la politique. Maintenant, ça attire que des médiocres. En fait, si tu veux, les banquiers qui sont bons, généralement, c'est des banquiers privés, très haut de gamme, qui ont... C'est de la finance de haut vol, si tu veux, mais aujourd'hui, les banques, c'est des réseaux de distribution de produits, hein, ça a été dit partout. Et des réseaux de ponction de frais sur les comptes en banque de retraités qui ne savent plus... c'est un peu scandaleux pour les retraités, mais notre génération est en train de mettre fin à ça, hein, surtout avec ce que fait Finari et ce que font tous les influenceurs finance, c'est hyper bien, parce que justement, ils expliquent que le problème, c'est les frais, c'est les enveloppes. Oui. On aimerait bien recevoir Mounir Lagoun et dans un autre épisode, Mathias Bacchino de Trade Republic. Il est trop fort, lui. Ouais, il est fort. Et surtout, il a bien compris l'importance de faire du lobbying. Ah bah c'est son job aussi, hein. Il est payé pour ça. Hein. Mais non, les deux sont excellents. Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, donc 2015, FinTech, ta carrière qui commence à partir, des conférences dans tous les sens. 2018, donc 2017, tu écris Disruption. Ouais, je lance ma boîte en 2017 pour faire des conférences à mon compte. Okay. Je pensais pas que ça allait marcher. Avant, tu étais encore... J'ai quitté la finance en 2016. Je vais lancer ma boîte. Je suis resté ensuite dans une autre boîte qui faisait des algorithmes quelques mois. Et tout début 2017, je monte ma boîte pour me mettre à mon compte et faire des conférences en mode professionnel. Je pensais pas que ça allait durer longtemps. Et en fait, ça a explosé tout de suite. J'ai fait, je crois, 120 ou 140 conférences dès ma première année. J'étais dans les trains, les avions, les hôtels tous les jours. Enfin, j'étais sur scène dans les entreprises tout le temps. Et chaque année, en fait, je me dis la même chose. Je me dis, bon, combien de temps je vais faire ça encore? Et chaque année, je refais des conférences. Tu penses que c'est là de ce que j'imagine? C'est ce qu'on pourrait appeler ta zone de génie, ou du moins la zone où il y a le moins de friction et tu peux être très bon sans que ça te coûte trop cher en termes d'énergie?
Moi, ça me coûte très cher en termes d'énergie. Je vais te dire je vais vous dire le secret des conférenciers, et puis en particulier le mien, c'est que la qualité de la conférence va dépendre de mon niveau d'énergie et de mon niveau de sommeil, et de la qualité de mon sommeil. Évidemment. J'ai des confrères, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils dorment 2 heures, ils sont en pleine forme. Et moi, je suis d'un avion d'une ville dans l'autre, etc., pour monter sur scène, ça peut être très fatigant. Est-ce que c'est lié au fait que tu te mets beaucoup de pression et que tu veux donner le meilleur de toi-même pour surtout pas décevoir les gens, ou autre chose ? Je sais pas te dire. C'est vrai que très souvent, la veille de conf, partout, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, alors qu'il n'y a pas de... J'ai pas d'enjeu particulier, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il faut, et on est très inégaux là-dessus, hein, tu sais. J'ai une théorie psychanalytique pour expliquer ça te concernant, mais je vais pas la déballer maintenant, je te le dirai après. Ce que je pense. Tu veux pas me lire publiquement ? Non, je sais pas, si tu veux, je peux faire un diagnostic. Enfin, c'est même pas un diagnostic, c'est une hypothèse. Une lecture. Ouais. T'as grandi avec ta mère ? Ouais. Uniquement ? Quasiment, ouais. Ok. De mes 5 à 18 ans. Donc t'as connu ton père les 5 premières années, ouais. Ensuite quoi, divorce Ouais. Ok. Je pense que quand tu te livres à un exercice qui nécessite de montrer à des gens que t'es compétent et que t'es sachant, et que tu veux faire preuve peut-être faire tes preuves, si jamais t'as grandi sans père et que du coup t'as pas eu la reconnaissance, eh ben t'es très sensible à ça, et donc tu te mets une pression de malade parce que tu rejoues au moment de la conférence le putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce que je veux obtenir la validation de mes pairs ou la validation de gens que j'admire ou la validation de mes aînés, tu vois ? Ça, c'est ce que je pense. Moi, j'ai déjà ressenti ça chez moi et je l'ai vu chez beaucoup de gens, cette recherche extérieure de validation et de fierté, tu vois. Alors moi, je sais pas si je suis sur ce schéma, parce que c'est pas du tout quelque chose que je veux, la validation des autres. Okay. C'est plutôt... en fait, je délivre des sujets qui me passionnent. Ça se voit. Et je veux que ça passionne les gens autant que ça me passionne. Mais c'est pas du tout ce qu'ils vont en penser. Hein. C'est vraiment... j'espère que ça va les passionner autant que moi, quoi. Et vraiment, que ce soit en dîner avec des amis, quand je leur raconte un nouveau truc. De transmettre un peu la flamme et l'engouement. Ouais, c'est plus ça. Moi, je cherche pas de reconnaissance personnelle. Je suis très heureux à aller lire un livre tout seul au soleil. J'ai pas du tout... Je fais pas ce métier-là pour l'ego, je pense, ni pour la reconnaissance du tout. En plus, t'as pas spécialement été le chercher en soi, ce métier, il est un peu tendance à... C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai jamais voulu faire ce job, en fait. Je l'ai fait et on m'a demandé de recommencer. Et... D'ailleurs, quasiment tous les conférenciers pros, alors je sais pas si c'est le cas pour les jobs annexes, mais pour les conférenciers pros que je connais en France, on se connaît tous, aucun n'a voulu faire ce métier. Ça, tu le fais, en fait, tu le fais et on te demande de recommencer et tu dis, tiens, c'est mon job. Ouais. Ça se prévoit pas, ça se planifie pas, tu le fais parce que t'aimes, t'es passionné, tu transmets ta passion et ça vibre chez les autres, et le jour où t'es plus passionné, ça s'arrête, quoi. Ouais, c'est très vivant comme truc, hein. Tu peux pas tu peux pas faire semblant, hein. Non, tu peux pas te forcer, je pense. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais quand tu prends la parole en public, c'est quasiment tout sauf le fond qui compte, hein. C'est vraiment ce que tu dégages, ce que tu fais vibrer, la musique, Est-ce que tu arrives à emmener les gens avec toi ou pas ? C'est ça, c'est ce que tu synchronises. Il y a des neurosciences là-dessus. Est-ce que tu synchronises le cerveau de chacun dans la salle sur le tien ? Neurones miroirs Ouais, pas que, mais et surtout les fréquences, les zones du cerveau qui s'activent. T'as un TED Talk là-dessus qui s'appelle Your Brain on Communication, et c'est fascinant parce que le mec il a montré qu'en fait, quand t'es synchronisé, quand tu hypnotises ton public, en fait, chacun des cerveaux de la salle est synchronisé sur le tien. C'est-à-dire que chaque zone du cerveau va s'allumer au même moment. J'imagine que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le théâtre, peut-être dans les performances de rue. Je sais pas. Tu sais, moi j'ai essayé de faire du théâtre, mais alors en 2019 un petit peu, j'ai fait quelques cours, quelques semaines, j'étais nullissime. Ah ouais ? Alors déjà, c'était quoi le problème ? C'était l'improvisation ? Alors déjà, je sais pas apprendre un texte par cœur. Okay. Impossible. Quand j'ai commencé mes conférences, tu vois, quand j'étais dans la finance, on me demandait d'apprendre par cœur, c'était très dur pour moi. À force de le répéter, c'était rentré, mais du coup, mes conférences maintenant, si tu veux, je préfère travailler chacun des thèmes et ensuite le déployer pour mes clients, mais pas par cœur, parce que je sais pas faire. Ensuite, très très mauvais pour jouer des émotions. Il me disait, je me souviens le prof à l'époque, il me disait que ce que je faisais, c'était bien pour un discours politique, ça pouvait entraîner des foules, mais ça pouvait pas passer pour de l'acting, pour jouer comme un comédien, donc je sais pas faire. Et puis, non, j'étais assez mauvais dans le fait de prendre un rôle plutôt qu'un autre et ensuite changer, je sais pas faire du tout, c'est pas du tout pour moi. C'est un truc de politicien, ça.
Je pense que les politiciens rêveraient d'être aussi bons que des acteurs, mais je pense que les acteurs, c'est encore un autre job, et alors eux, ils sont vraiment... regarde. J'ai encore plus de respect pour les acteurs depuis que j'ai échoué lamentablement à faire du théâtre, hein, vraiment. Schwarzenegger est devenu la Californie, c'est quoi son rôle en Californie? Il est pas ambassadeur, il est... Gouverneur. Gouverneur, voilà. Tu vois, ancien sportif, devenu acteur et devenu politique. Et il y en a quelques autres comme ça, je pense. Après, c'est parce qu'il avait tellement un bon marketing en étant connu qu'il n'y avait rien à faire, quoi. Mais c'est vrai. quand t'es populaire, t'as déjà gagné. Hein. C'est vrai. Quelques questions, même beaucoup de questions sur tout ce qui est l'avenir de l'IA, l'avenir du monde. On a déjà commencé tout à l'heure, mais j'en ai tout un rayon là-dessus. Ma première, c'est est-ce que tu pensais que ça irait si vite? Tu pensais même que ça irait plus vite, non, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Je pensais que ça prendrait 10 ans de plus, en fait. Je me suis trompé sur le timing. Okay. Je savais qu'il y avait une exponentielle, donc je savais que ça irait beaucoup plus vite que prévu. Je pensais pas que c'était 50 ans, 100 ans, hein, tout ce qui nous arrive, mais je me disais, au lieu de 10 ans, ce sera 20 ans, tu vois, à peu près. Je me suis trompé de 10 ans, à peu près. Ouais, c'est un truc impossible pour moi, c'est tellement un enchaînement de signes noirs, ce genre de truc. Ah bah, il y a plein de variables en jeu, hein. Tu peux pas toutes les prédire à l'avance. Moi, mon job, il est assez simple, hein. C'est tu regardes ce qui existe et ensuite tu fais les corrélations, les liens de cause à effet entre ce qui va venir juste après avec les constantes humaines. C'est simple, hein. Les gens, ils veulent un ordinateur de plus en plus puissant, qui fait des tâches de plus en plus avec de plus en plus d'autonomie. Donc, en gros, il faut les programmer pour faire ça. Mais le mieux, c'est pas de les programmer, c'est qu'ils s'auto-programment eux-mêmes. Enfin, tout ce qu'on fait avec le cerveau. Et ben, on en est là. Oui, Anthropic nous dit là que le dernier modèle a été en partie développé par le modèle précédent. Ah ben, même chez Meta, hein, c'est tout le code tout le code est généré par des IA et même le code qui génère des IA, qui est généré par des IA est lui-même généré par des IA. Enfin, c'est normal. Hein, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, waouh, là, ça va vraiment trop vite Ah ben, je me le dis tous les jours. Même dans mon métier où je dois tenir les gens informés de ce qui se passe, parfois je prépare une conf sur un thème et la veille, ça contredit tout ce que je vais dire. Donc, je suis obligé d'ajuster en dernière minute. Enfin, ça va très, 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 très vite. On est vraiment sur une exponentielle. Est-ce que tu as lu un article publié par Citrini il y a de ça un mois et demi? Ça a été publié sur Twitter, ça a fait 60 millions d'impressions en 2 jours. C'est un espèce d'exercice de prospective, c'est comme ça qu'on dit, je pense. On se projette en 2028. Prospective, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, t'es prospectiviste finalement. Tu l'as pas lu, ça te dit rien? Alors rappelle-moi, parce que je crois de savoir de quoi tu parles. Je pense que t'en as entendu parler si tu l'as pas lu directement. Tout le monde en a parlé. Si, je crois que je l'ai lu. Rappelle-moi la trame. En gros, la thèse, c'est... en gros, la prospective, on se projette en 2028 et on essaye d'étudier tous les impacts qu'auront eu l'utilisation des agents IA dans les entreprises sur l'économie. Donc, en gros, il parle de la destruction de toute l'économie basée sur la flemme et la friction, par exemple les assurances. Ah oui, j'ai vu passer cet article, ouais, effectivement. Les agents IA qui transactent entre eux sur la blockchain et du coup les business models de Visa, Mastercard, des compagnies qui s'effondrent. Ouais. Tous les cols blancs, tous les mecs du tertiaire sur la touche. Du coup, vu que ce sont les plus gros payeurs d'impôts dans la démocratie libérale de l'Ouest et les plus gros consommateurs, perte de revenus pour l'État et perte de vélocité de la monnaie. Puis le stock market qui s'effondre. Exactement. Ouais. Donc tu vois de quoi je parle. Ouais, je vois, il y en a plusieurs qui ont eu ces thèses-là, mais en fait l'idée c'est de dire, c'est simple, hein, lorsque tu remplaces tous les travailleurs d'une manière ou d'une autre, ou tout ce qui fait toute la chaîne de valeur qui fait tenir l'économie aujourd'hui, sur quoi repose l'économie, et tout s'effondre d'un coup, effectivement. C'est une grosse possibilité, mais je pense que quand on va avoir les premiers signaux, les politiques vont réagir et vont redistribuer une partie de la valeur d'une manière ou d'une autre, sinon ils auront des révoltes. Tu penses pas qu'ils vont mettre en place, j'en parlais hier, c'était avec toi, des cotisations sociales sur les agents IA dans les entreprises? Ils vont essayer, mais ils vont se rendre compte que finalement, moi je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. De toute façon, ils vont mettre des cotisations et des taxes partout et on va être les premiers en France à le faire, mais c'est... Et au moins un truc sur lequel on est novateur, quoi. C'est fou, hein, d'être les numéros 1 là-dessus. Je comprends pas cette fierté, mais c'est ancré, hein, parce que moi, quand je donne des conférences dans les régions en France et que j'ai des publics un peu âgés et je discute avec eux, ils sont persuadés qu'en fait, la solution à ça, c'est toujours plus de taxes, hein, c'est de prendre là où il y a de l'argent et de le redistribuer. Hein. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas que c'est pas un jeu à somme nulle et qu'il faut créer de la valeur d'abord avant de pouvoir la redistribuer. Ça, c'est un truc qui passe pas dans le cerveau des Français, alors que c'est une leçon même pas une leçon de première année d'économie, quoi. Pour que ce truc passe dans le cerveau de quelqu'un, déjà, il faut qu'il y ait un minimum de capacité cognitive, et chez beaucoup de gens, elles y sont, mais il faut aussi qu'il soit dans un état d'esprit, il soit pas trop épuisé et stressé pour avoir accès à ses propres capacités de raisonnement. Et s'il y a bien un pays où les gens sont sous pression, par exemple à cause de la fiscalité, c'est la France. En fait, les gens ne sont pas en état
de prendre du feedback et de comprendre. Ah, mais je suis totalement d'accord avec ça. Serrer les croyances au bas âge, après, c'est difficile de sortir de ça, quoi. Parce que ce genre de truc, le fait que c'est pas un jeu à somme nulle, je pense que tu pourrais y comprendre en 3e, 4e, seconde, 5e, enfin, c'est facile à expliquer, en fait, mais ça passe pas, ouais. C'est vraiment curieux. Après, c'est notre tradition, hein. On avait un roi qui était l'État et qui s'occupait de tout, et ensuite un État-providence, une sécurité sociale. Enfin, après, on construit de la culture là-dessus, et donc forcément, il faudrait tout détricoter d'un coup pour le faire comprendre aux gens. Tu viens de prononcer un mot qui m'intéresse, tradition. Tu dis dans ton livre, la disruption n'a pas de limite, elle rejette la tradition et récompense la folie. Oui. J'aime beaucoup, parce que je pense comprendre ce que tu veux dire et ce que tu critiques dans ce qu'incarne la tradition, et en même temps, je pense que la tradition a son rôle à jouer. Et donc là, je me demande si en disant ça, quand tu dis la disruption n'a pas de limite, est-ce que c'est une bonne chose qu'elle détruise complètement la tradition, ou qu'est-ce que tu garderais de la tradition ? Ce que le marché a décidé de garder. Non, ce que je dis, c'est qu'en gros, quand les systèmes s'équilibrent, ce qu'on appelle la tradition, en gros, tu as une tradition qui se crée et il n'y a plus de changement, ton moyen de continuer à évoluer dans le bon sens, c'est de laisser faire le marché, mais pour que le système puisse changer, il faut mettre des chocs dedans. Il faut introduire de l'aléatoire dedans. De la folie. Voilà, que j'appelle de la folie. Et ensuite, tu laisses le marché, dans cette tradition, choisir ce qu'il prend de cet aléatoire et de cette folie pour continuer à construire un système qui deviendra une nouvelle tradition et qui faudra ensuite disrupter. Il ne faut pas l'imposer. La nature, par défaut, produit l'innovation, elle fait de l'essai-erreur, elle s'auto-disrupte toute seule depuis. Et puis elle produit de l'aléatoire. Si tu regardes les humains, tu as des groupes statistiques avec des gens qui ont de la diversité neurologique, dans tous les domaines. Et c'est cette diversité qui va apporter un regard différent. Ne serait-ce que le QI, la distribution du QI, ou de la taille, ou de la force physique. Je parlais avec un ami psychiatre qui m'expliquait que c'était la thèse de l'existence de l'autisme. Pourquoi ça existe d'un point de vue évolutionniste, l'autisme ? Parce que ça apporte quelque chose au groupe, ça apporte un regard différent. Ça tout comme la psychopathie. Ou peu importe quel autre trait de caractère. N'importe quel trait, si tu veux. Tout ce qui existe dans le vivant existe parce que ça a été sélectionné d'une manière ou d'une autre, parce que ça apporte quelque chose en matière de survie individuelle ou au groupe. L'environnement crée des conditions qui peuvent favoriser l'émergence de certains traits de caractère dans des populations, et ensuite, une fois que ces caractéristiques, ou l'activation de certains gènes, et une fois que ces caractéristiques s'expriment, et qu'elles s'expriment parce que des gènes se sont exprimés, ça se transmet aux générations suivantes. Et en fait, là, tu comprends que socioculture et évolutionniste interdépendent l'une de l'autre, se mélangent, et que vouloir opposer les deux, c'est encore une logique de camp à la con, quoi. C'est encore une fois la biologie évolutionniste. Tout ce qu'il y a dans le vivant existe parce que ça a des raisons d'exister en matière de survie, qu'on l'a hérité de nos ancêtres, et on a des comportements qui s'activent dans certains contextes et qui s'éteignent dans d'autres, et c'est logique. Ouais. Je sens qu'on pourrait s'égarer très très longtemps dans cette thématique-là, parce que on est tous les trois passionnés par tout ça, mais du coup je vais essayer de recentrer un peu. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui te font vraiment flipper avec la tournure que prend le développement de l'IA ? Ouais, moi le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est on est d'un côté en train de régler tous les problèmes avec l'IA, donc ça va être génial sur tous les niveaux, mais de l'autre, que vont faire les humains et comment ils vont se différencier ? Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est aujourd'hui, tu donnes de l'argent aux humains, tu leur donnes de la jeunesse, etc. Ils s'entretuent, quoi. Il suffit de voir la télé-réalité, il suffit de voir les gens qui deviennent oisifs. C'est comment tu donnes du sens lorsque tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Ça va être, à mon avis, le challenge des années à venir. Et je ne suis pas très optimiste là-dessus. Ouais. Quand tu enlèves les contraintes aux humains, qu'est-ce qu'ils font entre eux ? Ils dégénèrent. Ouais, c'est ce qui me fait peur, en fait. C'est le seul truc qui me fait peur. C'est pas la fin des emplois, c'est pas tout le reste, les machines qui se retournent contre nous, pas du tout. C'est vraiment le sens des humains, quoi. Les humains sont flippants, en vrai. Ouais. Il y a un scientifique américain qui s'appelle le professeur Crabtree, qui a étudié le génome humain et qui dit qu'en gros, on a atteint un pic de stabilité du génome et donc un pic d'intelligence il y a bien longtemps. Selon lui, il y a des milliers d'années. Et il dit qu'en gros, puisque nos capacités intellectuelles et émotionnelles ne sont plus un facteur de survie, elles ne sont plus sollicitées. Et donc, il n'y a plus, par effet d'hormèse, d'adaptation. C'est possible. Et je pense que ça, c'est accéléré par l'IA, parce que là, finalement, on est en train de créer un monde où toute compétence devient inutile. Ah ben oui. Et là, on est dans l'idiocratie, en fait. Moi, je pense qu'on y est déjà depuis très très longtemps. Si tu regardes la plupart des jobs, ils ne requièrent pas d'attention intellectuelle particulière. Même dans les jobs soi-disant les plus qualifiés, où tu as besoin de gros diplômes, dans des grandes tours à la défense avec des gens en costume, intellectuellement,
ils font du PowerPoint et de l'Excel toute la journée, ces gens-là. Ou alors des réunions où ils se disent rien, mais ils jouent au théâtre des gens utiles. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut comprendre assez vite que les meilleurs bouquins sont souvent des putains de classiques écrits il y a des siècles. Oui. Et qu'en fait, tous les gens qui réfléchissent, qui veulent réfléchir et qui veulent créer du jus de cerveau, feraient bien de s'asseoir sur les épaules de géants morts depuis longtemps. De Nassim Taleb, effectivement, tout ce qui a traversé les siècles est intemporel et qui est intemporel a de la valeur et c'est pas pour rien. Et effectivement, les idées les plus fortes, les plus intelligentes, les plus utiles, elles ont été écrites. Et elles ont toutes déjà été écrites, on va pas réinventer la roue. Moi, je suis obsédé par les classiques, je te dis. Il y a que ça qui compte et une fois que tu relis ça, déjà, tu as des fondements intellectuels pour vivre toute ta vie tranquille. Et c'est vrai dans tous les domaines, même dans les domaines où on s'y attend pas, par exemple, dans les relations hommes-femmes et la séduction, c'est ce que disait Stéphane Edouard quand on l'a eu. Il nous a dit, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ça a déjà été théorisé, ça a déjà été écrit il y a des siècles et des siècles, sauf que ça prenait d'autres formes. Tu relis tous les stoïciens, tout est dedans. C'est peut-être un des grands domaines de la tradition qu'il faut garder. C'est surtout que les humains, je veux dire, on a les mêmes caractéristiques biologiques que celles que nos ancêtres avaient, donc forcément on fonctionne pareil et tous les enseignements sont les mêmes. Ce qui me fascine, moi, en parlant de ça, c'est toutes les traditions spirituelles, tu vois, indiennes, hindoues, bouddhistes, parce que elles disent exactement ce qu'on découvre en science, en neurosciences aujourd'hui, lorsqu'on étudie l'esprit, le cerveau. J'aurais dit ce qu'on redécouvre. Ce qu'on découvre scientifiquement, en fait, eux, ils l'ont dit avec d'autres mots, mais ils ont tout dit sur le fonctionnement de l'esprit, etc. Simplement, vraiment de manière empirique, en observant, en notant tout, en analysant. C'était leur science de l'époque. Alors moi, j'ai une grande question pour toi, là. Tu me l'inspires. Je n'ai pas les réponses à tout. Est-ce qu'ils ont dit ça uniquement de manière empirique ou est-ce qu'ils ont dit ça parce que cette information leur a été inspirée par intuition, sous-entendu les grandes théories selon lesquelles le cerveau est une antenne et qu'en fait l'information est disponible et qu'il suffit de se... Je peux pas rentrer là-dedans parce que là c'est trop spéculatif. Je sais que c'est une possibilité. Il y a des gens qui te disent que soit la conscience émerge de l'interaction des neurones, c'est la matière qui crée la conscience, soit la conscience est à l'extérieur et tu te connectes dessus. J'ai pas de... Pourquoi pas les deux? S'il y a de la data, moi je suis ouvert, je regarde la data, mais je peux pas pencher plus d'un côté que de l'autre. Pour l'instant, j'ai pas été convaincu. Il y a de la data, mais tu la perçois pas avec ton cerveau rationnel. On peut rien dire. En fait, tu ne l'aperçois que quand elle passe de ton inconscient à ton conscient, mais avant... La théorie spéculative, c'est que avant d'arriver dans ton inconscient, tu l'as capté, quoi. Donc c'est un vaste sujet. Alors par contre, il y a de la data là-dessus qui te montre que quand tu prends des décisions, en réalité, c'est ton système nerveux qui décide à ta place et qui envoie l'information quelques millièmes de secondes après à la partie consciente de ton cerveau qui va rationaliser en se racontant une histoire. Donc en fait, c'est bottom down. On est décidé par notre système nerveux et ensuite on le justifie, on se bullshit nous-mêmes en fait. On se raconte une histoire et pour dire pourquoi on a décidé, alors qu'en fait c'est dans le sens inverse, quoi. C'est pas je décide et j'agis, c'est non, on est décidé, on le rationalise. Donc il ne faut accorder aucune importance à ce que disent les gens. Ni notre cerveau, du coup. Tu penses qu'on est prêt pour le monde qu'on est en train de créer? Non, on n'est jamais prêt. Ça me dépasse complètement. On a des fonctionnements invariants qui vont nous aider à nous adapter, mais on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt. Regardez tous les événements qui ont lieu depuis votre naissance, on n'était prêt à rien. Puis tout semble banal aujourd'hui. Si vous aviez dit il y a 20 ans, vous allez avoir il y a 25 ans, vous allez avoir un smartphone et vous allez pouvoir tout vous appeler à l'autre bout de la planète en visio dessus, vous m'auriez pas cru. Si je dis aux gens aujourd'hui, vous allez devenir immortel, on va reprogrammer vos cellules, ils disent mais il est complètement fou lui. Alors je vais réorienter ma question. Est-ce que tu penses qu'on est prêt d'un point de vue psycho-biologique pour le monde qu'on est en train de créer, ou est-ce que ce monde va prendre va avoir de l'emprise sur nous, dans le sens où on va devenir complètement accro et dépendant biologiquement, physiologiquement, intellectuellement de ce qu'on aura créé? Dans ce sens-là, est-ce qu'on est prêt? Non, on n'est pas prêt, mais parce que notre cerveau, il a été fait pour un monde de rareté, de difficulté, pour un monde hostile où il faut en permanence aller chasser, te nourrir, te protéger, le système de la dopamine est construit pour ça, quoi. Et là, on a créé le monde moderne et c'est l'inverse de tout ça, donc on n'est pas prêt. Moi, tu vois, je pense que je me sentirais plus à l'aise de rejeter tout ça et de me couper du monde et de vivre au bord d'un étang dans ma cabane. Je sais pas. Ça dépend. C'est une question de rentabilité. Ça dépend de la tournure que prend la sphère politique. Ça dépend s'il y a de la liberté ou pas. Et encore une fois, c'est aussi une question de rentabilité pour toi, en termes de plaisir, de contraintes, d'accès à tout ça. Si demain on a des technologies qui sont pas dangereuses, qui sont éprouvées,
qui te mettent vraiment pas en danger, qui améliorent ta vie, ton confort, qui te stimulent suffisamment, autant te brancher à la machine. Je veux pas faire la pub pour Matrix, mais ça va être une question vraiment de coût-bénéfice de tout ça. Hein. Non, mais en fait, je ne suis pas rationnellement opposé à tout ça, j'y suis opposé idéologiquement. Mais bon, ça tient ce que ça vaut, quoi. On verra, je suis pas fermé. Moi, je trouve qu'il y a quand même, sur la machine, justement, a tendance à couper d'un truc qui est indicible, qui est de l'ordre du spirituel, où t'es pas forcément connecté. Je ne mets même pas une relation de croyance ou de Dieu, j'en sais rien, c'est plus un truc que moi je vis, tu vois, et qu'on m'a transmis aussi. Et ça, je sais pas si on peut l'avoir, tu vois. Et je sais pas si quand on est connecté à ça même, on peut avoir cette réelle envie de juste se faciliter la vie à travers ce monde de machines ou quoi. Je te donne un exemple concret, c'est une addiction, par exemple, aux jeux vidéo ou quoi, qui est super agréable d'un côté parce qu'elle va te plonger dans un monde et tout. Bah, une fois que moi, je me suis vraiment reconnecté à moi, en fait, ça me fait chier. Je préfère être juste avec moi, bien présent et me vivre, en gros. Et il y a un truc que tout le monde n'a pas forcément à cet endroit-là, que même j'ai du mal à décrire parce que c'est pas forcément des mots, tu vois. Et je suis pas... Enfin, j'en sais rien, en fait, tu vois. À quel degré la machine va pouvoir jouer un rôle à cet endroit-là, tu vois. Tu feras pas la différence. Là, en fait, tu es en train de dire que tu as juste changé d'interface. Hein. Tu dis, je suis bien et je suis mieux avec moi-même, mais ça veut dire que tu es passé à l'interface juste avec ton cerveau, alors qu'avant, tu étais sur une autre. Mais demain, tu auras encore une interface encore mieux. Enfin, c'est la qualité de l'interface. La différence entre ces deux interfaces, c'est que l'interface jeu vidéo, on la cartographie à 100% et on la comprend à 100%, alors que notre propre interface cerveau, on peut s'illusionner dans le fait qu'on la cartographie à 100% et qu'on la comprend entièrement, mais en fait, pas du tout. Puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, on touche jamais le réel. Je suis d'accord, on la comprend pas, mais on l'observe et par définition, on peut pas tout observer ni tout comprendre. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Ça fait partie du mystère de la vie, hein, de savoir qu'on a. Mais c'est là que je suis d'accord avec toi, où tu dis que, je pense que même si le transhumanisme se perfectionne, eh ben, il comblera jamais tout. Est-ce qu'on va réussir à passer de l'observation au contrôle, en fait, parce que c'est ça, c'est cette transition. Moi, jamais rien contrôler. Moi, je pense qu'on ne contrôle déjà rien aujourd'hui. Hein. Enfin, t'as pas décidé de naître, t'as pas décidé d'aimer tel ou tel truc. On contrôle rien en réalité. C'est plutôt une illusion de croire qu'on contrôle quoi que ce soit. Ouais, je sais pas si il y a pas aussi un réductionniste de la part des transhumanistes, tu vois. Pas plus philosophiquement, tu vois, que scientifiquement. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre, moi. Dans le sens où, justement, la carte n'est pas le territoire et au bout d'un moment... on fonctionne qu'avec des modèles. Ça, je suis d'accord. Là, tu as ton modèle de vie que tu t'es créé avec toutes tes expériences. Là, on va t'en proposer un autre et tu choisiras celui qui te plaît le plus. Mais moi, je pense que celui des nouvelles technologies de l'IA sera infiniment meilleur que tout le reste et qu'on ne pourra pas lutter contre ça. Tout va être fait pour ça. Regardez, on est dans une hyper-stimulation permanente de tout autour de nous. Et notre système à dopamine fait qu'on est obligé toujours de monter le niveau d'hyperstimulation, sinon ça devient banal. Regardez la différence entre les films d'il y a 100 ans, c'était lent. La durée des séquences, même les musiques. Mais ouais, tout était lent. Etc. Oui. Regardez Netflix aujourd'hui, boum, toutes les 3 secondes, il y a un banger, il y a une punchline, il y a un rebondissement, sinon notre cerveau s'ennuie. Ouais. Et donc on est sur cette exponentielle d'hyperstimulation. Et ce que va nous proposer l'IA, ça va être mieux que tout, hein, je pense. C'est vrai qu'on est sur cette exponentielle, mais je pense qu'on arrive aussi à les pallier. Et que là, ça s'observe un petit peu, c'est-à-dire que les gens ont tendance à beaucoup plus déconnecter, par exemple, des réseaux sociaux. C'est la première fois où... T'as de la data là-dessus ? Ouais, à diminuer de 10%. Chez qui ? Les très jeunes. Les très jeunes. Ah ouais. Ça y est. Chez les 15-25 ans. Ils en ont marre des réseaux sociaux. Ils sortent au cinéma, mec. Ils vont faire des laser games. Ah bon ? Non, vraiment, il y a un vrai phénomène. J'avais pas cette data, Dis-toi que ma femme donne des cours dans une école d'archi d'intérieur. Et là, pour la première fois, ses étudiants et ses étudiantes lui ont dit « Non, mais les réseaux sociaux, c'est has-been, on n'y va plus. » Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment notre système à dopamine se lasse de tout, quoi. Ouais. C'est des modes, hein, tu sais. Si tu manges la même chose tous les jours, tu vas te lasser, tu vas redevenir des trucs basiques. Enfin, tout ça, c'est fluctuant. Hein, mais c'est juste que notre dopamine, elle va exiger plus et que les technologies vont nous proposer plus et qu'on risque de tomber. Quoi. Toi qui as goûté au bienfait de la méditation, t'as dû étudier un petit peu ça, le fait que la méditation, en gros, permet entre guillemets, de muscler les cortex et donc d'être plus résistant de moins céder à ses pulsions et du coup de retrouver de la sensibilité à la dopamine. Est-ce que c'est pas ça une des solutions ? Bon, on mettra jamais tout le monde à la méditation, hein, parce que c'est chiant et ennuyeux par définition. Oui, mais tout ce qui est chiant et ennuyeux, justement, il y a une raison. Ouais. C'est le prix à payer. Bah ouais. Moi, j'ai une expérience particulière avec la méditation parce que
J'ai jamais pris ça au sérieux, vraiment. Je pensais que c'était un truc de magazine féminin, ringard, inutile, etc. J'ai jamais pris ça au sérieux. Puis en 2015-2016, dans la Silicon Valley, dans les startups, dans les boîtes de tech, tout le monde ne parlait que de ça à l'époque, vraiment. Ils font tous de la méditation, des heures et des heures et des heures. Et je me disais, mais pourquoi ils font ça? Et en fait, j'ai découvert ça. Et surtout, j'ai creusé avec un type qui s'appelle Chad Meng Tan, qui est, je crois, l'employé numéro 7 ou 8 de Google, qui a écrit un bouquin qui s'appelait à l'époque, en anglais, c'est Search Inside Yourself. En français, c'est Connectez-vous à vous-même, je crois. Et c'est lui qui a mis en place le programme de méditation en interne chez Google. Et donc, j'ai lu son bouquin et il expliquait ce que tu viens de dire, effectivement, que ça dope ta concentration, que ça décuple toutes tes zones corticales. Ça fait l'effet inverse que ce que font les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou le porno. Ça t'apprend à maîtriser tes émotions, comprendre le fonctionnement de ton esprit, et exactement comme tu dis, différer le plaisir, etc. Enfin, que tu as plein de bienfaits documentés scientifiquement. C'est ça. T'es moins impulsif. Et ça développe surtout ce qu'on appelle la métacognition, donc la cognition de ta propre cognition et le fait de t'observer en train de réfléchir, de penser, d'agir, etc. Et donc, je lis son livre, c'est très bien expliqué, très bien documenté, mais en mode vraiment moderne, scientifique, avec de la data, avec des raisonnements, parce que moi j'aime bien les raisonnements, j'aime bien comprendre les causes à effet pour savoir dans quoi je m'embarque. Donc je lis ça, ça me pousse à lire les études concernées, la data, et là je me dis, bon, ok, je vais essayer. Et effectivement, j'ai fait ce programme qui mettait chez Google en place de méditation. Alors au début 1 heure par jour, ensuite 2 fois 1 heure par jour, vraiment en mode intense pour voir si c'était des conneries. J'ai fait ça 2 mois, un peu plus d'1 mois, quasiment 2 mois. Et là, je me reconnaissais plus, quoi. J'avais un niveau de concentration hors du commun. Mais vraiment, je pouvais lire un livre du matin au soir sans me déconcentrer, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Bah, t'imagines, quand tu fais 2 heures de méditation, le simple fait de lire un livre, ça t'inonde de dopamine, en fait. T'es déjà satisfait. Tu prends un plaisir immense à chaque phrase, chaque mot, chaque idée. Et donc déjà, ça avait fait un truc qu'il disait dans son bouquin que j'avais trouvé, qui était une belle analogie, c'est qu'il disait, en termes informatiques, ça monte ta résolution sur la vie. Tu vois la vie en HD. Tu passes vraiment du mode analogique au mode digital, au mode HD, quoi. Et donc ça, c'est très vrai. Ensuite, tu vois tous les détails. Et puis, t'as, comme dans Matrix, tu sais, la scène que tu vis au ralenti, où tu vois pareil, t'as ta bande passante qui s'augmente, tu vois plus de choses, tu comprends plus de choses, tu fais plus de liens. Et en fait, les ingénieurs de chez Google, ils faisaient ça à la fois pour être plus performants, être mieux au travail, mais surtout pour doper leur créativité. Et ça, c'est vrai. Enfin, moi, ma carrière a décollé à ce moment-là. Enfin, mon bouquin, je l'ai écrit à peu près à cette époque. Et donc, j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais trouver. Après, j'ai lu beaucoup les livres de Richard Davidson. Richard Davidson aux États-Unis, je ne sais pas si vous voyez qui c'est le neuroscientifique. Alors je crois qu'il est au Wisconsin ou quelque chose comme ça. Et lui, c'est le mec qui met les moines bouddhistes dans des IRM pour voir ce qui se passe dans leur cerveau, pour voir les zones qui s'activent, etc. Et lui, fascinant, quoi. Il montre qu'il y a des zones qui sont 40 fois plus actives que la moyenne, que par rapport à des sujets qui ne méditent pas après des années de méditation. Il te montre effectivement qu'ils ont des niveaux de bonheur qui explosent, des niveaux de concentration qui explosent, des niveaux des baisses du stress massives, des changements hormonaux. Et donc, je me passionne pour tout ça. J'ai vraiment passé énormément de temps à lire toutes ces études, à comprendre ça. Et donc, après, j'ai eu des routines à l'époque de... Alors moi, j'aimais pas trop le terme méditation. Je préférais parler vraiment d'entraînement de l'esprit, d'amélioration de la concentration, etc. Parce que j'étais dans une logique vraiment de performance. T'étais dans une logique utilitariste à l'époque. Exactement, performance forcément, pure. Ça te parlait plus. Et je te dis, au départ, je prenais pas ça au sérieux. Et effectivement, j'ai compris que les bouddhistes et les gens qui pratiquaient ça, ils avaient convergé sur un truc qu'on découvre en neurosciences aujourd'hui, ou alors dans les thérapies comportementales. On sait que ça marche. En fait, tu approvises tu apprivoises ton attention, ta concentration, et tu développes une nouvelle compétence qui est de maîtriser tes émotions et ta créativité. Et effectivement, je l'ai pratiqué et ça m'a aidé à écrire mon livre, ça m'a donné plein d'idées pour mes conférences, ça m'a fait voir des choses subtiles que je ne voyais pas avant. Enfin, son image de monter ta résolution est vraiment très très vraie. Ta clairvoyance. Et alors, je ne sais pas si je dirais jusque-là, peut-être, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de liens de cause à effet entre les choses et je vois quasiment les choses se développer avant qu'elles arrivent. Très souvent. Ça développe de l'intuition. Ah ouais, ça c'est fascinant. Hein. Tu rencontres quelqu'un, tu sais à peine, tu sais tout de suite qui il est et comment il va se comporter, ce qu'il va faire, en quoi il faut se méfier. Enfin, ça marche vraiment, ce truc-là. Alors j'en fais quasiment plus, parce qu'une fois que tu en as fait beaucoup, tu as créé ton réseau neuronal et ça devient toi, en fait. Tu transformes qui tu es avec ça. Et j'ai beaucoup lu aussi ensuite les moines bouddhistes qui mettaient dans ces IRM. Il y en a un qui s'appelle Mengyo Rinpoche. C'est celui qui m'a le plus fasciné. Hein. C'est un petit moine tibétain très drôle qui donne énormément de conseils. Alors c'est un tibétain, donc il a son vocabulaire, il a son folklore pour parler de ces phénomènes, mais ça rejoint tout ce que les neurosciences disent. Quand tu t'arrêtes pas sur le mot et que tu creuses ce qu'il y a derrière... Moi je réfléchis qu'en termes de concept. Mais il faut, sinon tu butes. C'est comme les mecs qui butent sur les fautes d'orthographe, à ce stade. Ah oui, non, c'est
Il faut regarder le fond. Mais donc ça a vraiment changé ma vie. J'en fais plus autant qu'avant. Je ne sais pas si j'en ai besoin ou pas, mais en tout cas, ça m'a transformé. Il faudrait peut-être que j'en refasse plus. Mais c'est quelque chose que je recommande massivement à tout le monde. T'apprends, tu développes une compétence. La métacognition, la cognition de ta propre cognition. C'est une arme hors du commun pour tout. Et puis c'est quelque chose qui est méritant. Enfin, ça développe ça se mérite. C'est-à-dire que c'est dur. Et il y en a qui veulent des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci qui... Il n'y a pas de free lunch. Exactement. Rien. Il n'y a pas de raccourci sans coût. J'avais vu des études entre la corrélation entre la métacognition et le traumatisme. Et en fait, parce que si tu as été traumatisé, bah, tu as eu un événement qui était horrible à un moment, donc tu veux pas que ça se reproduise. Du coup, tu es en permanence en train d'analyser comment t'es, toi, dans l'environnement. Hypervigilance. Voilà. Stress chronique. Ça veut pas dire que la métacognition égale traumatisme, mais ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux généralement. Moi, j'ai une métacognition je pense, vraiment de fou. À la base, je communiquais que comme ça, en fait. Que sur je faisais que ça. Mais parce que j'étais terrorisé et que j'étais un peu détruit intérieurement. Et du coup, le nazi m'a obligé à développer ça, je pense, pour me protéger, quoi. Mais c'est un vrai skill, c'est une vraie compétence qui se développe et il y a beaucoup de data là-dessus maintenant. Et je vous dis, c'est le programme de Google qui m'a amené là-dessus. Il y a un truc que je trouve fou. Je pense qu'on est tous les trois assez adeptes du modèle capitaliste. Enfin, ça fonctionne, quoi. Pour moi, c'est la nature, le capitalisme. Non, mais oui, mais alors attends, tu vas voir où je veux en venir. C'est-à-dire que aujourd'hui, un des plus gros ressorts du capitalisme, c'est l'économie de l'attention. Et c'est de cannibaliser l'attention des gens, et donc c'est de l'anti-méditation. Et donc aujourd'hui, le capitalisme, un des plus gros leviers du capitalisme aujourd'hui, c'est ce qui prive les gens de leur métacognition et de leur capacité à prendre du recul sur eux-mêmes et à réfréner leurs pulsions. Donc le capitalisme, finalement, s'est développé dans une branche qui va accélérer la dégénérescence humaine. C'est quand même con. Ouais, mais tu peux aussi dire que le capitalisme pourrait être aussi la solution pour s'en protéger. Et oui, si t'as conscience il l'est de ça, aussi. T'as un marché pour t'en protéger et le diffuser massivement et partir dans le sens inverse. Et la question que je me pose, c'est si on était dans un vrai marché libre, est-ce que cette économie de l'attention aurait pris autant d'importance ? On ne saura jamais, mais en tout cas, là, c'est devenu très invasif, quoi. Bah, disons que c'est le piège de notre cerveau, c'est qu'on se laisse facilement happer par tout ce qui est agréable. Va dire à des jeunes de 20 ans aujourd'hui en France, tu vas prendre 1 heure de ta journée, tu vas rien faire. Ils vont te regarder, mais comment ça ? C'est ce que j'ai pensé aussi lorsque je me suis intéressé aux neurosciences de la méditation. Mais quand j'ai vu la rentabilité de ce rien faire, que c'était un payoff qui m'apportait beaucoup plus, j'ai dit, allez, je vais jouer, on va voir. À l'époque, j'ai écrit un post qui s'appelait « L'ennui est un investissement rentable ». C'est vrai. Pour prendre à rebours les utilitaristes comme ça. C'est vrai, mais en fait, tu es en train de dire que l'ennui est utilitariste. Oui, t'es en train de dire. Tu peux aborder l'ennui d'un point de vue utilitariste. Et moi, j'essaye d'être entendu par les gens obsédés par l'utilitarisme en leur disant, regarde, c'est rentable l'ennui, pour qu'ils goûtent, et ensuite peut-être qu'ils découvrent une autre dimension. Qui goûte au capitalisme. Déjà, oui. Et qui découvrent un intérêt au fait de ne rien faire qui dépasse leur obsession utilitariste. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez, vous pensez que vous êtes TDAH ou que sais-je, désinstallez Instagram 3 jours de votre téléphone et on va voir que vous ne l'êtes pas vraiment, en fait. Tu dis dans ton livre, tu sais, juste avant, on disait, il n'y a pas de raccourci, peut-être les psychédéliques, raccourci que je déconseille, tu dis, les acteurs de la disruption puisent leurs idées dans la science-fiction et les psychédéliques. Ouais. Première question, sous-question, les gens qui écrivent et qui font du cinéma de la science-fiction, eux, ils trouvent où leur inspiration ? Est-ce qu'ils la trouvent pas dans les psychédéliques ? Je pense beaucoup aussi. Mais tu sais, alors j'ai écrit ça parce que justement, dans la Silicon Valley, à cette époque, c'est l'époque où toute la Silicon Valley prenait de la psilocybine, des champignons hallucinogènes, etc., en microdose, parce qu'il y a aussi des études sur le cerveau qui commençaient à montrer justement que tu connectais des aires qui se parlaient pas, tu voyais les choses différemment. Alors je précise, je fais pas du tout l'apologie de ces trucs-là. Non plus, on le déconseille. Mais dans la Silicon Valley, c'était c'est toujours le cas. Même à Paris, tu as des startups qui sont connues pour avoir plein de stimulants comme ça, parce que ça te connecte des zones du cerveau qui se parlent pas habituellement, ça monte ce qu'on appelle le BDNF qui fait pousser les neurones. En gros, c'est la neurogenèse, elle est favorisée. Exactement, qui fait la neurogenèse. Et ça connecte des zones qui se parlent pas habituellement et du coup tu vois les choses différemment, ce qui te permet de régler les problèmes différemment, d'avoir plus de créativité, d'être
moins anxieux aussi, enfin plein de bénéfices. Et c'était l'époque où dans la Silicon Valley, tu avais plein de unes de la presse qui parlaient de ça, des retraites sous psychédéliques, des ingénieurs qui règlent des problèmes ensemble. Dans le cinéma, j'imagine que c'est à peu près la même chose, hein, bien que je ne connaisse pas très bien le milieu. Ouais, ça tape. Mais David Lynch, le réalisateur, lui, il est un peu perché. Hein. Bah lui, il disait publiquement que c'était la méditation transcendantale qui lui donnait toutes ses idées. Lui, il appelle ça money in the bank. Il dit, t'as pas d'idée, méditation transcendantale. C'est la méthode qui donne les mêmes résultats sans payer le prix, sauf que ça demande du temps. La méditation transcendantale, en fait, moi j'en parlais avec un ami psychiatre qui connaît très très bien le cerveau, et il m'expliquait, il me dit en fait c'est une manière de te mettre en transe, parce que le cerveau tombe en transe lorsqu'il y a de la répétition, comme quand tu vas dans des festivals de musique où il y a de la transe. Bah, la méditation transcendantale, tu te répètes un mantra, et à force de le répéter, ton cerveau il entend de la musique un peu comme dans la transe, et il te met en transe, donc dans un état second, où là tu vois les choses différemment, tu as la créativité, et lui, David Lynch, il disait c'est comme ça que les idées tombaient dans son esprit. Mais c'est ça, quand tu es en état de transe, c'est comme si la bande passante entre l'inconscient et le conscient s'élargissait et que les idées passaient. Et cette méthode-là, c'est une méthode qui respecte ton propre rythme biologique. Ça n'est pas un passage en force. Alors que la prise de drogue revient à un passage en force ou se faire hypnotiser par quelqu'un d'extérieur. Et le passage en force a un coût. Et ce coût-là, on en parle jamais. Un coût. De toute façon, c'est pas ton état naturel. Donc c'est certain. Si tu y vas progressivement, naturellement, c'est différent d'une substance extérieure. Mais après... Encore une fois, les hindouistes et les bouddhistes ont développé plein de techniques qui te permettent d'entrer dans des états modifiés de conscience. Il y en a plein. T'as les bains glacés, t'as les respirations breathwork, là, comme ils font beaucoup aux États-Unis. Dans les deux cas, c'est un stress. Mais oui, tout ce qui n'est pas ton équilibre naturel, c'est un état modifié de conscience qui est stressant. Un marathon, les marathoniens, ils peuvent tous te dire, à partir de 30 km, t'es dans un état second. En fait, Bien sûr, et puis les hallucinations, et puis le fait que ça te met dans un état complètement dingue. Si tu pratiques le jeûne, c'est la même chose. Si tu as certains des hypoglycémies, enfin il y a plein d'états seconds. Mais c'est ça, mais dans tous les cas que tu viens de citer là, un état second, un état de transe de dissociation, est induit par un stress. Et donc là, on comprend que ça a un coût. Parce que exercer un stress sur le système pour le mettre dans un état de transe, un état second, bah ça te coûte de l'énergie. Et du coup, mon questionnement aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut le coup et quels sont les moyens de tirer ce qu'il y a de bon à prendre de cet état de transe sans que ça te coûte trop cher, quoi. Ouais, tu calcules la rentabilité de ton énergie à chaque fois. C'est ça, c'est du rendement. Est-ce que je fais les choses par recherche d'efficience, un minimum d'effort pour un maximum de résultats, ou est-ce que je suis dans une recherche bête et méchante d'efficacité où je veux un résultat à tout prix? Sauf que bon, le prix, parfois, il est très élevé, quoi. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Il y a la même question de rendement, elle se pose partout. Hein, en sport, en musculation, en apprentissage, quand tu es à l'école. Enfin, tu dois savoir comment gérer efficacement toute ton énergie pour optimiser ce que tu veux faire. Et effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de repas gratuit. Hein. Tu ne peux pas le faire trop d'un coup. Cette phrase à de Milton Friedman, moi, elle m'a mis une énorme claque. There is no free lunch. C'est Friedman qui a dit ça? C'est Friedman. There is no such thing as a free lunch. On l'emploie tout le temps en économie, mais je ne savais plus que c'était Friedman qui avait dit ça. Eh ben... En économie, elle permet de comprendre plein de choses, et dans la santé aussi. Je pensais que c'était le mec qui bosse sur l'indice du risque sur le S&P 500, Shiller. Je pensais que c'était Shiller, moi, qui avait dit ça. Il l'a peut-être repris. Pour moi, c'est Friedman à la base. C'est possible, ça lui ressemble aussi. Tu as dit, dans ton bouquin, encore une fois, face à la disruption, une seule option, se disrupter soi-même pour éviter de se faire disrupter. Oui. Est-ce que ce que tu entends par là, c'est se disrupter, c'est le transhumanisme? Ou pas forcément? Alors non, je n'avais pas jusque-là, mais se disrupter, ça veut dire en gros se rendre obsolète. J'avais fait un TED Talk là-dessus. Pour que le réel n'ait plus de prise sur toi? Alors pas jusque-là, mais même très concrètement, tu prends ton business et tu le rends obsolète toi-même, parce que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est Jeff Bezos qui dit Amazon, on est un supermarché mondial, mais il dit Amazon va faire faillite. Parce que quelqu'un va nous rendre obsolète, parce que quelqu'un va développer une techno qui va baisser les coûts de tout ce qu'on est capable de faire et qu'on n'aura pas suivi, parce que les gens vont faire leurs courses ou se faire livrer ou consommer différemment et on ne l'aura pas vu venir. Enfin, c'est ça en fait la disruption. Et donc ça peut être par exemple intégrer et s'habituer émotionnellement à envisager le pire scénario, à envisager que ce que tu fais va s'arrêter? Ah oui, à titre personnel, c'est tu prends tes compétences, tu prends ce que tu fais et tu te dis je le rends volontairement obsolète en déplaçant ce que je fais sur autre chose. Tu speedrun. Tu te détruis. Tu détruis ce
ce qui fait ton job, ta valeur ajoutée, tes compétences, et tu les déplaces sur autre chose, en fait. Ok. Part du principe que ça va être obsolète d'une manière ou d'une autre, et donc vaut mieux que ce soit toi qui le rende obsolète parce que tu l'as vu venir, plutôt que quelqu'un qui te rend obsolète et tu te réveilles un matin et ton job ne vaut plus rien. Ouais, je capte. C'est très compliqué à faire. J'allais dire, tu l'as fait, toi? Pas vraiment. Moi, j'ai juste quitté le salariat parce que j'ai trouvé que c'était un enfer absolu et je comprends pas comment les gens ne peuvent pas. Je comprends les burn-out. Alors, je comprends les burn-out. Mais non, c'est très dur. C'est la question de Peter Thiel. Tu sais, Peter Thiel, il est obsédé par la disruption. C'est lui qui a théorisé ça dans Zero to One, que je cite dans le livre. Et lui, il dit en fait, il faut toujours voir les choses de manière contrarienne. Et il dit aux gens qui viennent le voir, aux start-upers, il leur dit qu'est-ce que vous pensez être vrai, que la plupart des gens pensent être faux. Et en gros, il cherche des gens qui vont avoir raison contre tout le monde et avant tout le monde. Et donc des gens un peu fous. Des gens qui ont une asymétrie. Ouais, une asymétrie totale d'information. Un pari asymétrique total. Ok. Ça me fait penser à quand tu dis, je t'ai déjà entendu dire ça notamment dans l'épisode avec Ibra TV, que le seul moment où tu te sens vraiment libre, c'est quand tu acceptes que tout ce que tu as fait, que tu peux tout perdre. Et que tu ne t'attaches pas émotionnellement à ton image sociale, que tu ne t'identifies pas à ton rôle social, à ton métier et à ton business. Quand tu creuses pour savoir qui tu es réellement, il y a des paradoxes à tous les niveaux. On peut remettre en cause absolument toute notre histoire, notre regard sur le monde, qui on pense être. Et en fait, les bouddhistes, ils disent en fait le secret de la vie, c'est que l'ego n'existe pas vraiment. C'est une construction qui est inutile. On pense que c'est utile, mais en réalité, on peut la déconstruire. Et on n'a pas tant de différence que ça avec les autres qui ont des expériences aussi, un peu comme nous. Et finalement, on n'existe pas vraiment. Moi, je trouve que tu changes constamment, tu peux tout remettre en cause, en fait. Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'est nihiliste, parce que finalement, détruire l'ego, c'est détruire ta capacité à être obsédé par ta survie et le fait de conquérir le monde. Et ton identité. Croire que t'es différent du monde, croire que t'es comme ci, t'es comme ça. Un bouddhiste te dit non, t'es pas comme ci, t'es comme ça. T'es comme ci parce que tu le penses, mais tu peux te raconter une autre histoire et tu deviendras quelqu'un d'autre. À l'époque, donc 2017-18, tu disais la technologie ne remplace pas encore le rôle des États et des gouvernements, mais elle comble leurs manquements. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça, ou est-ce qu'on a fait des pas de géant tels qu'aujourd'hui ça pourrait remplacer le rôle médiocre que jouent les États et les gouvernements Elles continuent de combler leurs manquements, ça c'est vrai. Tu as plein de services aujourd'hui qui pallient aux déficiences des États, ne serait-ce que sur l'éducation. Moi je disais dans le bouquin à l'époque, les meilleurs profs ils sont sur YouTube. Les gens qui passent leur bac aujourd'hui, les jeunes, ils vont trouver le même cours fait par un prof mieux sur YouTube que leur prof qui normalement est censé être aussi bon. Bah non, c'est pas la vérité. Et tu peux prendre tous les domaines comme ça. C'est pareil pour, tu prends le médical. Alors en France, c'est un peu moins vrai, mais tu prends à l'étranger les cliniques privées équipées de tech, c'est évidemment infiniment meilleur que le public. C'est un tabou absolu de le dire en France, mais c'est vrai. Le marché a toujours raison. Aussi, hein. Comment ? C'est vrai en France aussi. Ah ouais. C'est pas toujours, pour plein de raisons, parce qu'on a des contraintes aussi ailleurs qui font que les cliniques pourraient être bien meilleures. Mais non, le marché a toujours raison face à l'État, quoi qu'il arrive. C'est juste que quand tu rajoutes de la tech, tu vas encore plus loin. Ouais. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais dans ce livre, on va vers un monde où la réalité nous semblera banale si elle n'est pas augmentée par la technologie. Et donc on prend le risque que les gens finissent par préférer se réfugier dans le virtuel et se désinvestir complètement du réel. Il me semble bien qu'on y va tout droit. Il y a eu une tentative en 2021 de la part de Meta d'investir dans le métaverse. Finalement ça a avorté, ce qui montre que les gens ne sont pas tout à fait prêts quand même. Ah non, je pense qu'ils sont prêts, c'est la techno qui n'est pas prête. Moi je pensais que le réel n'était pas encore suffisamment difficile, n'était pas encore suffisamment hardcore pour que les gens aillent se réfugier, veulent aller se réfugier dans le virtuel à 100%. Mais peut-être que c'est effectivement la technologie n'est pas encore prête. Moi je pense que tu as raison. Enfin non, je pense que le réel est déjà trop difficile pour la majorité des gens. Tu sais comment on voit ça ? On a une tendance en ce moment, c'est que... Quelques idées. C'est que, non, mais tu vois que les gens, ils préfèrent le virtuel. L'astrologie revient. Mais il n'y a pas que ça. C'est que tu regardes, tu as une tendance, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les gens qui travaillent, qui sont dans des jobs, la plupart, ils détestent leur job, ils rentrent le soir, ils se mettent dans leur lit, ils sont sur leur téléphone et ils scrollent, même quand ils sont crevés, parce qu'ils veulent gagner du temps, un peu d'autonomie, à faire autre chose que leur travail, etc. Et je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai vu cette tendance, et du coup, ça te montre qu'en fait, ils veulent se réfugier dans le virtuel. Le doom scrolling. Non, il y a un truc comme ça, mais le soir, vraiment, ça porte un nom, j'ai oublié le nom. Et parce qu'ils veulent retrouver un espèce d'espace de liberté plus agréable que leur vie, qui est dans le réel. Donc on est déjà dans un monde où le virtuel est meilleur que le réel, mais le métaverse, lorsqu'il sera encore plus impressionnant, je pense qu'on va y aller. C'est juste que là, la techno n'est pas bonne, quoi.
Est-ce que tu penses que... Ça, c'est une note que j'ai écrite dans mon Notion il y a 4 ou 5 ans. J'ai jamais fait de vidéo dessus, mais c'est l'occasion de te le soumettre. Tu vois, l'URSS, ça a mis du temps à s'effondrer. Et j'ai l'impression que ça a un peu surpris tout le monde, parce que tout le monde s'est dit, surprenant qu'un système aussi dysfonctionnel puisse se maintenir aussi longtemps. L'Empire romain aussi. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce petit objet que tout le monde a dans sa poche et qui est en fait un distributeur illimité de dopamine et de plaisir immédiat est la raison pour laquelle le système peut se maintenir dysfonctionnel pendant très longtemps. Les gens sont sous sédatifs, oui. sont sous perfusion de plaisir, et donc ils n'ont pas envie de... Le coût d'opportunité de se rebeller n'est pas encore... Ta théorie, elle est validée. On le sait, hein, ce qui déclenche des révolutions, c'est que lorsque le coût de la révolution est suffisamment minime par rapport à la qualité de ta vie et par rapport aux bénéfices que tu peux obtenir. La révolution se déclenche à ce moment-là. Là, comme tu dis, c'est un sédatif. Mais c'est pas à nouveau. Hein. On a eu la même chose avec la radio, la télévision, toute forme de divertissement. Avant de parler du doom. Je pense que c'était fort, hein, la télévision. Je me souviens, j'avais lu des trucs là-dessus. Avant l'époque du doom scrolling, on disait que les gens on appelait ça les couch potatoes. Aux États-Unis, les gens étaient affalés devant leur télé sur les canapés aussi. Donc, non, dès que le cerveau humain a la possibilité d'être paresseux parce que tu as un truc qui te le permet, tu le fais. Notre cerveau, il est fait pour être paresseux. C'est de la biologie évolutive. Il est fait pour économiser l'énergie. Absolument. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, du coup, dans le monde réel, l'énergie est moins abondante, se raréfie. On le vit en ce moment, hein, guerre en Iran, raréfaction de la ressource énergétique. Par contre, dans le virtuel, elle se multiplie. Est-ce que ça va suffire ? Qu'est-ce que tu veux dire, elle se multiplie ? Dans le virtuel, la ressource plaisir est surabondante. Ah. Dans le réel, la ressource énergétique, nutritionnelle, tend à manquer. Un physicien te dirait la quantité d'énergie, elle est déjà fixe. Et elle bouge pas. Et donc, je pense que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas... Non, là où je te rejoins, c'est qu'on va avoir un besoin en consommation énergétique pour alimenter toutes ces machines qui va être exponentielle. Oui. Et à partir de quand ça va coincer ? C'est ça. Alors... quand on aura inventé la fusion. Il y a de la data là-dessus. Alors, il y a la fusion nucléaire, évidemment. Hein, c'est le Graal pour craquer tout ça. Mais non, tu as aussi le fait qu'on utilise des algorithmes aujourd'hui qui sont capables de diminuer massivement la consommation énergétique. La loi de Moore va nous sauver ? Alors oui, il y a ça encore aussi sur l'exponentielle de puissance, mais sur la consommation énergétique, on a aussi des bonnes nouvelles là-dessus. Hein. Tu as même Google qui a sorti un modèle hier qui est, je crois, 6 fois moins consommateur de mémoire et d'énergie au sens large et qui est, je crois, 8 fois plus performant. C'est-à-dire qu'on va même pouvoir faire tourner des modèles en local. Enfin, il y a plein de bonnes nouvelles là-dessus. La bonne nouvelle, c'est le nombre de gigawatts qui va baisser pour pouvoir maintenir 7,5 milliards de personnes sous sédatifs dopaminergiques. Faut rentabiliser la matrice. Faut rentabiliser la matrice. C'est fou. Non, mais ça va s'auto-organiser. Je veux dire, si on n'a pas l'énergie, on en consommera moins. Enfin, tu partiras en voyage dans ton casque VR, quoi. C'est déjà le cas. Les gens, ils partent dans les pays pauvres ou en développement. J'allais dire les pays en développement et pauvres ou en voie de pauvreté comme la France. C'est déjà le cas. Les gens ne partent plus en vacances, ils sont sur leur smartphone. Tu leur donnes une allocation minimum et ils sont sur Instagram et ils se rebellent pas et ça marche, quoi. Ça marche bien, hein. C'est terrifiant, mais... T'as un auteur que je vous conseille de lire qui s'appelle Étienne La Boétie, qui a écrit la servitude volontaire. Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voterai comme on leur dira. Mais oui. C'était il y a quoi, 5 c'est siècles. lui qui a dit ça. Alors là, je cite Étienne Chouard qui cite Étienne de La Boétie sur un plateau télé en 2016. Je peux pas te confirmer, mais en tout cas, oui, Étienne de La Boétie te montre effectivement qu'on est extrêmement manipulable, influençable et qu'on se donne en réalité à des chefs, à des leaders, à des systèmes et donc on est déjà pré-câblé pour ça. Et puis ensuite, on a des mécanismes de groupe qui se renforcent. Vous avez lu Gustave Le Bon, il dit exactement ça aussi. C'est ça. Et donc, j'ai vu des petites grand-mères jeter des cailloux sur des CRS pendant des manifs parce qu'elles étaient prises par l'effet de groupe, tu vois. C'est terrifiant, mais on a des expériences comme ça qui te montrent que les gens sont prêts à ne pas voir ce qu'ils voient pour se conformer au groupe. Bien sûr. C'est... La conformité de H. Alors ça, je connais pas. Non, si, c'est sûr que tu connais. C'est les mecs à qui on demande... Il y a 3 lignes, et on leur demande quelle est la ligne la plus courte. Ah bah oui, c'est à ça que je pensais, mais sous une autre forme d'expérience. C'est en gros, compter le nombre de trucs, et tout le monde... C'est évident, et tout le monde a la même réponse. Et en fait, comme ils voient tous les autres dire un autre nombre, ils finissent par se conformer. Il y a 10-15% des gens qui arrivent à maintenir une opinion divergente, qui sont des leaders, et qui arrivent à supporter la peur du rejet. Parce qu'ils ont moins peur de mourir. C'est peut-être lié à la testo, d'ailleurs.
et qui donnent une bonne réponse. Et sur les 85% restants, on leur demande... Survie avec le groupe, quitte à avoir tort. Alors, il y a ceux qui disent, à peu près la moitié, je crois, des 85% restants qui disent « Oui, j'ai vu que c'était pas la bonne réponse, mais comme tout le monde a dit une autre réponse, j'ai pas réussi à avoir la force de dire une autre réponse. » Partie qui ment. Non, même pas. L'autre partie qui disent « Ah non, mais moi, j'étais sûr que c'était la bonne réponse. » Ah, donc ils sont cons, eux, en fait. Ouais. Je suis assez d'accord, c'est terrifiant. Donc là, on va quand même vers un truc... Rien de nouveau, hein. Je veux dire, c'est des empires, c'est le totalitarisme, c'est la propagande, tout ça, c'est... Encore une fois, tu l'as dit, ouais. Le syndrome de Stockholm et le coût de la responsabilité de la liberté. Être 100% responsable de tes actes et des conséquences qui vont avec, ça coûte cher. Ah ben ça, personne n'est prêt à faire ça. Regarde, alors, les gens, ils sont pas responsables. Regarde les cryptos, les gens qui détiennent des cryptos en self-custody, c'est des responsabilités. Tu prends le risque de faire une erreur et de tout perdre. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de tiers de confiance. Il n'y a pas la banque qui peut te sauver. Ça, il y a plein de gens, ça les fait flipper. C'est vrai. Il y en a plein des exemples comme ça, quoi. Ça coûte trop de ressources. Et si t'as pas de ressources parce que t'es stressé, fatigué, ça te fait encore plus flipper. Ouais, je suis d'accord. On n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu. Par rapport à l'IA et tout ça, toi, t'as envie d'avoir des enfants dans ce monde? Ta vision par rapport à ça, c'est quoi? Ah oui, moi j'ai bien envie d'en avoir, mais la question que je me pose, c'est à quoi ça sert de les faire de manière naturelle si tu peux les faire sur mesure, en fait? Être surpris. Mais pourquoi faire? Le risque est trop grand de leur donner une vie qui n'est pas optimale alors que tu as la possibilité. Aujourd'hui, tu as des startups aux US, pour $50 000, tu choisis l'embryon que tu implantes, mais surtout la séquence génétique de l'embryon avec les probabilités qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, son niveau d'intelligence, sa taille, ses couleurs de cheveux, machin. Ils utilisent ta génétique et là où... Comment ils font? En fait, ils prennent les gènes de toi et ta femme, ils fécondent 50 embryons, ils les séquencent génétiquement et ensuite ils disent tu veux lequel? Et ensuite ils implantent celui que tu as choisi. Ils prennent 100 de tes spermatozoïdes, ils les mettent ils leur font faire une course. Et celui qui gagne la course, il est élu, il peut aller... Vous avez pas vu les pubs dans le métro à Londres? Non. Londres ou aux US, je sais plus. Aux US, je pense. Il y avait une campagne comme ça où en gros... mais je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Choisir les gènes de son enfant, c'est ce que les femmes font quand elles choisissent un partenaire indirectement. Il n'y a pas de hasard. Et le signal est brouillé par la pilule. Elles choisissent le meilleur gène possible. C'est juste que là, tu peux faire du vrai sur mesure et que ça coûte pas cher. Voilà, t'enlèves toute la compétition la compétition sexuelle pour trouver les partenaires les meilleurs auxquels tu as accès pour te reproduire. Si on prend du recul et qu'on se place à l'échelle de la planète Terre comme système, et qu'on va à fond là-dedans, et qu'on se met à ne sélectionner que des embryons, que des hommes d'1m80 et plus, avec un QI de 115 points et plus, du coup, on crée une hyper compétition sur Terre. Et donc, un potentiel appauvrissement des ressources encore plus rapide. Alors, faut les sélectionner avec de la testo pas trop haute. Si t'as pris que des Einstein, tu fais une société où t'as que des problème solvers aussi. Et donc, tu peux créer une société libertarienne. Le vrai danger, en fait, quand tu sculptes ça naturellement, quand tu sculptes ça et que t'empêches la diversité de ton groupe, en fait, tu te prives d'un aléatoire qui pourrait être la prochaine voie d'évolution la plus optimale, en fait. C'est ça, mais du coup, cet aléatoire, il est souhaitable du point de vue de l'espèce, mais chaque individu ne veut pas l'assumer. Aucun individu ne voudra dire... Oui. Moi, je veux bien que mon gosse, ce soit peut-être pas le grand gagnant de la génétique. C'est que l'aléatoire renforce le groupe. Le groupe. Et donc, l'individualisme va nous tuer. C'est l'un des risques, c'est quand t'enlèves l'aléatoire. Darwin, c'est variation aléatoire et sélection de ce qui, par hasard et par aléatoire, est adapté au moment où on en a besoin. C'est ça. Donc, si t'enlèves l'aléatoire et que tu renforces que d'un côté, ton système, il est plus résilient, en fait. Pour moi, ça va juste accélérer notre chute. Devient fragile. Je pense que ça va fragiliser l'espèce. Et donc, comme d'hab, la vie va s'autoréguler et on prendra une grande claque dans la gueule à l'échelle de l'espèce et on apprendra de nos erreurs, ou pas, comme d'habitude. Ça dépend de la masse, parce que si c'est une infime minorité qui fait ça, c'est pas grave. Parce que tu as toujours l'aléatoire sur la majorité de la population. Ça coûte cher, alors faut qu'il y ait des vrais prix. Parce que sinon, par théorie des jeux, tout le monde va vouloir y aller. Parce que si ton voisin il le fait, pourquoi tu le ferais pas avec ton gosse? Tout le monde va le faire. Le marché fait toujours baisser les prix de toute façon, donc tout le monde y aura accès. C'est une question de temps. Mais effectivement, après, si on a craqué la génétique sur mesure, t'as même plus besoin de te reproduire. Tu vis à l'infini, t'es jeune, t'as un aspect de tes 20 ans pour toujours, t'es en pleine forme, il
n'y a plus besoin de te reproduire. À quoi ça sert de faire un enfant maintenant si tu n'as plus cette pulsion de mort? Autant le faire dans 300 ans, si tu as envie de connaître ce plaisir. Enfin, c'est vertigineux les questions que ça pose. C'est vertigineux. Pas que en matière d'éthique, en matière philosophique, en matière de questions de sens. À tous les niveaux. Mais je pense que tout le monde va le faire. Enfin, le futur de la chirurgie esthétique, ça va être ça. Tu vas t'injecter un vaccin ARN, un truc qui te transforme exactement physiquement comme tu veux. Puis après, ce sera intellectuellement. Puis après, ce sera... Et la compétition va se faire là-dessus. Là aussi... Tout a été écrit dans le meilleur des mondes et tout. Là-dessus, moi, avant de m'injecter un vaccin ARN, je me questionnerais de quel est le logiciel spirituel des personnes décisionnaires dans les entreprises qui fabriquent ce produit. Moi, je regarderais juste si elles l'ont fait pour elles, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on est sûr que l'information et qu'on a accès à cette information? C'est un autre sujet. Mais vous savez, il n'y a pas vraiment de complotisme à avoir sur ces sujets. Moi, je travaille avec toutes les industries, même l'agroalimentaire, la pharma. Enfin, j'ai donné des conférences partout et j'ai des discussions parfois un peu houleuses avec mes clients sur mais est-ce que vous produisez, vous le donnez à vos enfants, tu vois, dans l'agroalimentaire? Ils me disent oui, bien sûr. Ouais. Ils savent pas non plus, ils n'ont pas toute l'information, ils sont dans le même système et dans la même société que nous. En réalité, tu vois, par exemple, les géants de la tech, les patrons de la tech, ils te disent on donne pas les tablettes à nos enfants, nos machins, mais je pense que c'est un cas particulier. Parce que dans les autres industries, évidemment qu'ils donnent les produits qu'ils produisent à leur famille et leurs enfants. Oui, mais ce que la bêtise suffit d'information, mais ou ce que le manque de considération pour autrui suffit expliquer en l'occurrence. Il n'y a pas de malveillance toujours. Si je considère mes enfants comme une extension de moi-même et que moi-même je me traite comme un objet, eh ben je n'aurai pas de problème à nourrir mes enfants avec des trucs qui sont pas terribles. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'esprit complotiste derrière. Hein. J'en suis revenu de ça, mais je pense que la bêtise humaine peut provoquer des conséquences parfois bien pires que sa malveillance. Ah oui, ça, on est d'accord. Et donc, je veux rester... La malveillance, c'est aussi de la bêtise. Est-ce que la malveillance, c'est de la bêtise? Oui. On peut dire ça, ouais. Ah bah oui. Il nous reste 10 petites minutes. Il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir. Tu nous en as parlé quand on a dîné ensemble. C'est la façon dont... comment tu as vécu la phase Covid et le fait que du coup, tu nous as dit que tu as vécu en SDF pendant 2 ans. Ah, c'est parce que... après le Covid, si tu veux, j'avais plus vraiment j'avais mon niveau de conférence qui a baissé parce qu'on a eu un temps de reprise avant de remonter sur scène. T'as fait des conférences en visio ou pas? Alors j'ai fait beaucoup de conférences en visio. Moi j'ai très bien vécu la période, la pandémie sans problème. Moi j'étais bien, j'avais pas de... J'ai beaucoup aimé cette période. Puis j'avais plus nécessairement besoin d'être à Paris, donc j'avais rendu mon appart et en fait j'étais vagabond. Alors j'ai dit SDF parce que j'avais plus de domicile, mais j'allais un peu partout sur ma planète. J'allais voir mes clients, j'allais travailler avec eux, je faisais pas mal de réunions et de workshops un petit peu partout, hein, dans des villes, à la fois chez mes clients en France et en Europe, et puis ensuite dans le reste du monde. Mais non, c'était une période où j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacé, et j'ai vécu vraiment avec ce sentiment de j'ai plus d'endroit fixe parce que je me déplace beaucoup. Et puis après, ça c'est... Lorsque mon niveau de conférence est revenu sur mes niveaux d'avant-pandémie, j'ai repris une vie tranquille. Tu t'es resédentarisé. Ouais, c'est ça. Mais j'ai connu un peu cette période et c'est agréable, c'est intéressant et on peut le faire. Hein. Je veux dire, c'est facile aujourd'hui. En un clic, tu as ton Airbnb, tu arrives dans une ville, le lendemain, tu as ton rendez-vous avec tes clients, tes machins. Enfin, c'est hyper facile. Il n'y a plus aucune friction. Ouais. C'est une vie vraiment au clic près. Tu aurais pensé avoir ce genre de mode de vie à un moment plus jeune je me dis, il y a des gens qui n'imaginent pas du tout ça et ça leur fait peur parfois parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop de chaos, trop d'imprévus. Non, mais bon, vu que j'avais voyagé pas mal avant, moi, ça me faisait pas peur. Il y avait plein de pays que je connaissais, donc... Mais c'est une expérience intéressante, en tout cas. Ouais, j'imagine. Digital nomade pendant quasiment 2 ans, c'est cool. Digital nomade, en même temps, un peu un pied dans le système quand même, vu les clients avec qui tu bossais et la façon dont tu bossais avec eux. Différent quand même de ce qu'on voit chez la plupart des digital nomades qui sont vraiment... Ah, moi, je suis pas le digital nomade qui est derrière son écran et qui fait que produire sur un ordinateur. Je suis le digital nomade qui va monter sur scène dans des entreprises à droite à gauche. Il faut que je sois présent pour faire une conférence, donc je vais là où il y a mes clients. Tu nous as dit que tu avais un peu la sensation de t'ennuyer parfois aujourd'hui, parce qu'on s'est mis d'accord sur cette idée d'avoir l'impression d'avoir fini le jeu. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Alors en fait, comme je te disais au début, moi je fonctionne par épiphanie de sujets qui me passionnent. Toute ma vie, j'ai trouvé un sujet, je l'ai creusé à mort, et ensuite, dès que j'avais l'impression de le maîtriser, je passais à autre chose parce que ça m'ennuyait. J'ai eu cette épiphanie avec tout ce qu'on découvrait sur l'IA en 2013, 2014. C'est pour ça que j'ai fait toute cette analyse complète
Et aujourd'hui, je suis content de voir que ce que j'avais prévu et prédit est en train d'arriver, mais j'ai l'impression que j'ai fait une analyse complète, que je peux pas aller au-delà parce que j'ai quasiment tout dit là-dessus. Et en fait, j'ai eu ces moments d'épiphanie chaque fois que je trouvais un sujet. Alors, je me suis beaucoup intéressé dernièrement à la physique, je me suis beaucoup intéressé aux grandes idées philosophiques, que j'utilise parfois aussi dans mes conférences. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je cherche un nouveau sujet passionnant avec des épiphanies qui va me passionner, m'empêcher de dormir. Et j'ai pas trop ça en ce moment. J'ai vraiment l'impression que il y a plus tant de nouvelles idées que ça auxquelles je peux m'intéresser. Alors, j'aimerais bien savoir où elles sont. J'aimerais bien savoir où sont mes angles morts. J'aimerais bien découvrir un nouveau sujet de passion sur lequel je vais vraiment m'isoler pendant 2 ans et faire que ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pas. Je suis un peu sur mes anciens sujets et comme je te dis, j'ai l'impression d'avoir fini le jeu sur ces sujets, quoi. Quand est-ce qu'il sort le prochain jeu, quoi? Est-ce que, parce que des fois, tu as l'impression que ça vaut pas le coup d'écouter, et parce qu'en fait, là où il y a une pertinence à aller chercher, c'est dans le ressenti, et pas dans la compréhension. Alors, j'en suis pas à ce stade, mais je t'avoue que l'un de mes grands défauts, effectivement, c'est que quand j'écoute des gens, je perds vite patience si on n'arrive pas très vite à la pertinence. On appelle ça la compression. Quand la pertinence n'est pas compressée, je perds patience, effectivement. Toi, tu appelles ça justement aller plus dans le ressenti que dans le fond. Moi, c'est l'inverse. Au contraire, je cherche des idées fortes. C'est ma passion dans la vie. Ouais, c'est ça. Et je cherche qu'elles soient compressées au maximum pour qu'elles soient à la fois concises et pertinentes. Tu veux dire pour pas que ça te coûte trop cher en termes de temps et d'énergie pour recevoir l'information ? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment de la bande passante, quoi. Tu vois, mon ami Laurent Alexandre, que j'ai cité tout à l'heure, je le cite souvent sur l'IA parce que c'est lui qui a eu raison avant tout le monde en France, quoi qu'on dise de lui, parce que t'as des gens qui l'ont critiqué parce qu'il n'est pas chercheur, il est entrepreneur, il est énarque, il a créé Doctissimo. En France, on aime critiquer les gens qui n'ont pas l'étiquette. Il a eu raison sur tout. Quand je parle avec Laurent, tu vois, quand on échange par écrit, putain, il y a 3 mots-clés, quoi. En 3 mots-clés, on fait les liens nous-mêmes de ce qu'on veut dire, de la pertinence de l'ongolais. On n'a pas besoin de se dire plus, tu vois. Ah ouais, les gens qui vont faire 10 phrases pour te dire une idée qui tiendrait en 4 mots, c'est ce qui m'agace le plus. Il y en a qui font tout un livre de ça. Hein. Ah ben oui, ça c'est... Mais moi, j'ai aucune patience avec ça, tu vois. Je vais au cinéma, si les 10 premières minutes, je suis pas satisfait par la qualité, l'intrigue, la pertinence ou autre, je donne pas de chance à ça, tu vois. Je perds pas mon temps. C'est un énorme défaut, hein, je sais, mais avec le temps, c'est de pire en pire, quoi. T'es en train de me parler et tu fais 10 phrases au lieu d'une demi-phrase qui dirait toute l'information, je deviens fou, quoi. C'est une maladie mentale ? Non, c'est pas une maladie mentale, c'est un trait de personnalité. C'est ta structure de personnalité qui veut ça. Peut-être que tu as l'impression que ton temps est limité. En fait, c'est paradoxal parce que d'un côté, tu as l'air d'être persuadé que tu vas vivre éternellement ou au moins plusieurs centaines d'années, et d'un autre côté, c'est comme si tu avais l'impression que tu manques de temps et d'énergie pour... Je vais optimiser la bande passante. Et ouais, mais en fait, t'as pas besoin. C'est ce que dirait un bouddhiste, mais après, ils sont tellement perchés que j'ai peut-être pas envie d'aller jusqu'à ce niveau-là. T'as besoin d'entendre ce même propos de la part de quelqu'un que tu considères pas comme perché. Ouais, c'est ça, probablement. Non, mais vraiment, ce qui me manque aujourd'hui, vraiment, intellectuellement, c'est de trouver des nouvelles idées à creuser, à découvrir. Et s'il y en avait pas ? Ah voilà, ça te déprimerait, ça ? Je vais être assez malheureux, ouais, parce que, si tu veux, j'ai compris que dans la vie, en fait, tout ce qu'on pouvait faire, en fait, c'est intéressant la première fois, mais ensuite, tout se ressemble. Les rendements décroissants de la dopamine. Ouais. J'ai connu des gens qui ont fait toutes les meilleures expériences, les plus hautes gammes de la vie que tu puisses faire dans tes relations, les meilleurs mais ça reste, les plus beaux, etc. Mais ça les a pas comblés. Tu t'habitues à tout, tu te lasses de tout, et comme tu dis, ça comble pas forcément. Et j'ai compris qu'en fait, le seul truc qui, moi, me comblait à l'infini, c'était la connaissance. Parce que la connaissance, si tu veux, c'est... une idée t'amène à une autre, et c'est toujours nouveau. En fait, c'est un jeu normalement qui doit être infini. Et là, je suis un peu à court d'idées. Créativité, normalement, c'est intarissable. La créativité, c'est que de la combinatoire. Quand tu lis, comme tu disais, donc on a parlé de, je sais pas si on en a parlé, mais quand tu lis Teilhard de Chardin, quand tu lis Edgar Morin, quand tu lis Henri Laborie, toute la bande là des systémiciens de l'époque, ils ont tout compris en fait sur la connaissance, l'humain, la systémique, et ils sont remontés en gros à la source de ça, qui est tout découle des lois de la thermodynamique. Moi, je pense que c'est une grille de lecture qui s'approche du réel, mais qui n'est toujours pas exhaustive. Moi, j'ai l'impression que c'est exhaustif. Parce que ça te rassure. T'as ces lois de la thermodynamique et tout découle de là. Et en fait, le film tient. Le film tient. Mais si tu me trouves des failles là-dedans, je serais heureux d'aller les creuser. Le souci, c'est que ces failles-là, tu les perçois pas avec l'intellect.
Ah oui, bon, oui, effectivement, si tu dis que là, le prochain game, c'est la spiritualité et tu débloques ces niveaux-là. C'est même pas une logique de débloquer ces niveaux. C'est ce qu'ils disent dans les bouddhistes. Hein. Les bouddhistes, souvent, ils te disent qu'ils ont craqué le code, sauf qu'ils n'ont même pas encore accès à la rationalité. Ouais, mais ils s'en foutent. Eux, c'est le samadhi qui compte pour eux. C'est atteindre le nirvana. Une fois que tu l'as vu, tu redescends sur Terre et tu reviens faire les trucs contingents. Ouais. On va s'arrêter là. Ça fait déjà 2 heures. Bon, c'était cool. Je pensais pas qu'on parlait de trucs de fou et d'idées un peu folles comme ça. Mais Ah bah si, toujours. j'en parle jamais nulle part. Hein. Je parle que de tech habituellement, mais on s'emmerde vite avec la tech. En fait, là, les gens commencent à comprendre que la tech est en train d'avoir une surpuissance sur nos vies et est en train de banaliser tout ce qu'on s'est dit, et du coup, ça va nous obliger à aller sur les questions de sens, les questions philosophiques, les questions de rapport et au réel, cela, ces questions-là. C'est une très bonne chose qui nous arrive. Ouais, ça va ramener l'humain à l'essentiel, sortir un peu de son rôle social, de son métier, et se poser des questions un peu plus profondes, un peu plus substantielles. Oui. Bah écoute, ravi que tu sois venu passer... C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve? Stéphane Mallard sur YouTube? Alors, mon site, stéphanemallard.com, pour intervenir en conférence. Je précise, je travaille quasiment plus avec des agences de conférences, parce qu'elles disent que je ne suis pas disponible ou des informations. Donc vraiment, contactez-moi en direct, comme tous les conférenciers, ça se passera très bien. Instagram, Twitter. Alors, LinkedIn, je commence à republier un peu, parce que j'ai beaucoup de plagiaires qui publient sur LinkedIn, donc je suis obligé de republier pour montrer que c'est mes travaux. Mais sinon, je suis trouvable facilement et contactable facilement. Très bien. Et sans langue de bois, comme toujours. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Et puis, comme d'hab, un like, un commentaire pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord, pour vous battre en commentaire, on adore. Et puis, on vous retrouve pour un prochain épisode.